me dis merde, qu'est-ce que je fais ? Donc je tente une négo, le mec me dit $30 000. Je me dis non, c'est beaucoup trop d'argent, c'était 30 000, c'était tout le budget que j'ai mis sur la table pour développer mon site. Puis en même temps je l'aime bien, donc je tente une négo. Alors je propose 1000, et il me dit 24 000. Une négo complexe. Les fonds ont tellement un pouvoir de nuisance. Tu sais, un mec qui a 5% du capital et qui te matraque le cerveau, qui te harcèle, qui te pose des questions, qui te parle mal, il te pourrit la vie. T'as beau avoir 95% du capital, tu vois ce que là, c'est un pouvoir de nuisance à un actionnaire. Regarde, si tu regardes toutes les grosses boîtes, qui est encore à la tête, quoi. Même Blablacar, on en parlait tout à l'heure, c'est plus Mazia qui est à la tête de Blablacar. Si tu crois que t'es bon au produit, parce que t'as un beau produit, t'as une belle appli, donc en août 2013, depuis la plage de Béret, depuis mes vacances, j'appuie sur un bouton et le site est live. Et on fait 27 € de chiffre d'affaires le premier jour. Oh, fort. Ça ressemble à un dîner romantique. C'est-à-dire qu'il m'a mis sous le sol pleureur, dans un petit jardin, il y a un Bouddha qui est posé. C'est très mignon, très bucolique, en plein 17e arrondissement. Et là, il me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, je vais racheter ta boîte et tu vas devenir directeur général du groupe. Tu vas être payé tant et ta boîte, je vais la racheter tant. Et là, je vois devant mes yeux ébahi, il me tend une feuille A4 où il y a des millions d'euros. T'as même pas contre-proposé, t'as même pas... J'ai doublé la proposition qu'il m'a faite. C'est un petit détail quand même. J'ai doublé, ouais, c'est un petit détail. J'ai doublé la proposition initiale parce que j'étais pas du tout vendeur. Donc, comme t'es pas vendeur, tu te dis, bon, je vais tenter le double. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Planète Grandes Écoles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Big Boss. Je suis accompagné de Wilfried Granier qui est fondateur de Superprof, une scale-up française. Il va nous raconter toute son histoire finalement, de la création jusqu'à l'ascension, une boîte qui pèse plusieurs dizaines de millions en bootstrap. C'est de plus en plus rare aujourd'hui. Merci Wilfried pour ta présence. Mais merci à toi Dorian de m'inviter, je suis très content de parler de effectivement l'aventure Superprof qui est quand même une aventure que je vis un rêve éveillé depuis la création. Magnifique, on va revenir sur tout ça et avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te poser une question simple. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours ? Qui est Wilfried Granier en 60 secondes chrono ? En 60 secondes, parce que j'allais dire sinon, est-ce que vous avez 2 heures ? Alors donc Wilfried Granier qui naît dans le 78, qui fait ses études et qui est pas trop mauvais en maths, donc qui arrive à faire une école d'ingénieur après une classe préparatoire maths sup maths spé. Et puis voilà, qui est fan d'entrepreneuriat depuis que je suis né. Moi, je rêve de monter des boîtes. Pour moi, l'entrepreneur, c'est le héros des temps modernes qui part avec son équipe à l'aventure. Donc, j'ai toujours eu envie de monter des boîtes. Et donc, après avoir fait quelques stages dans les grands cabinets de conseil et puis un premier emploi, je décide de lancer ma première boîte. Qui s'appelait KP Media et puis là j'ai été mordu par le virus, piqué par le virus de l'entrepreneuriat et là j'ai surkiffé, donc là j'ai plus l'impression de travailler puisque je vivais de ma passion, voilà. Et puis j'ai vendu ma première société contre mon gré presque, puisque un jour on m'a fait une offre et c'était absolument impossible pour moi de refuser parce que c'était beaucoup trop d'argent, donc j'ai vendu. Ça m'a appris que effectivement vendre une boîte c'est très sympa, c'est très excitant, mais il y a un après qui est un peu déprimant puisque du coup on n'a plus de projet. Voilà, et puis le temps de rebondir, le temps de monter quelques petites boîtes dans l'immobilier parce que j'ai une grande passion aussi, c'est l'immobilier. Et bien à 35 ans, je décide de monter la boîte de mes rêves, la meilleure boîte du monde selon moi, c'est-à-dire une boîte dans l'éducation, une boîte à impact, une boîte internationale avec une bande de potes, sans lever d'argent bien sûr, puisque du coup la liberté totale de faire exactement ce que je veux. Et puis voilà, je crée Superprof, et puis pour compléter qui je suis, ma deuxième grande passion après Superprof, c'est mon fils Olympe qui a 7 ans et qui est absolument incroyable, qui est aussi une sacrée aventure à mes côtés, voilà. Une aventure entrepreneuriale dans ta vie personnelle. Carrément. Magnifique, on va revenir sur tout ça. Quel type de lycéen t'étais-tu et pourquoi t'es-tu orienté vers la classe préparatoire ? Alors écoute, moi quand j'étais au lycée, j'avais 2 grandes passions, les meufs et ma mobilette. J'étais pas hyper branché cours. Moi, j'étais avec mes potes. Tu découvres la vie, la liberté. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a dit si tu passes en seconde et que tu as ton brevet, tu auras le droit de t'acheter une mobilette. Alors, comme j'avais à l'époque à peu près 450 € pour m'acheter une mob,
J'ai acheté un pauvre truc que j'ai passé mon temps à la bricoler pour gagner quelques kilomètres heure, à la rafistoler, voilà. Et puis, tu t'arrives au lycée en mob, tu rencontres des jeunes femmes, tu rencontres tes potes. Moi, mes potes du lycée, c'est toujours mes potes d'aujourd'hui. C'est ceux que j'ai rencontrés à la vie, à la mort. Et puis, voilà. Mais par contre, moi, je suis pas très assidu en cours. Même, j'aime pas trop aller en classe. Mais par contre, j'ai une grande chance et je suis pas mauvais en mathématiques. Donc ça te permet d'être une tanche partout dans toutes les matières. Mais je suis assez bon en maths, je suis du coup spontanément assez bon en physique, puis j'adore la physique et la chimie. Donc voilà, donc seconde, première S à l'époque, et puis après première S, terminale S, option maths du coup, bac, et puis voilà, puis après là en terminale tu te dis bon j'ai quand même envie de faire un truc dans ma vie, et puis j'ai toujours pensé les études en termes de rentabilité. C'est-à-dire je me suis dit, moi j'ai pas envie de me mettre dans des cursus hyper longs, j'ai envie d'avoir un cursus court, un bon niveau, quelque chose qui te permette d'être très employable, de bien gagner ta vie, d'être tranquille toute ta vie. Donc je me suis dit, je vais me défoncer maths sup, maths spé et je vais faire une école d'ingé et après je serai globalement tranquille toute ma vie. Il faut savoir que quand j'étais en lycée, après encore lycée, puisque les maths sup, maths spé c'est encore au lycée, eh bien, je rêvais littéralement d'être ingénieur. Être ingénieur, ça me faisait rêver. Mais je me pinçais la nuit en me disant, mais putain, je vais peut-être être ingénieur un jour. C'était trop beau. Moi, j'ai pas de gens diplômés dans ma famille. Ma maman a été mère au foyer, elle n'a pas trop été à l'école. Mon papa, il était enseignant, il s'était arrêté à la licence. Donc, j'avais pas de bac plus 5. Donc, je me disais, putain, bac plus 5, mais comment c'est incroyable, quoi. À l'époque, ça me faisait rêver. Donc voilà, et quand tu rêves, tu mets beaucoup d'énergie. Moi, j'ai bossé mais comme un fou, autant que j'ai pu en maths spé, pour avoir les concours, et voilà. Et puis voilà, ingénieur. T'as fait quelle école d'ingénieur et comment se sont passés tes premiers stages qui sont ensuite finalement les premiers pas de ta vie professionnelle? Ouais, alors j'ai fait l'UTC de Compiègne. Donc voilà, après maths spé, j'avais décidé de ne pas faire de 5,5, c'est pas de refaire une deuxième maths spé. J'avais dit je bosse pendant 2 ans à fond. Et puis après quand je passe les concours, du coup je passe les concours centrales, École nationale supérieure d'ingénieurs, les ENSI, je tente le concours des mines et ça et tout. Bon, j'ai pas ça, mais je suis admissible aux ENSI, je commence à avoir des écoles d'ingénieurs aux ENSI et puis je fais en parallèle l'UTC qui était sur dossier, et puis quand tu es admissible aux ENSI tu peux passer sur dossier à l'époque. Et puis je suis pris, et puis voilà, j'arbitre. UTC, c'est on va dire, dans le top 10 des meilleures écoles de France, mais plutôt dans les 10. Et puis c'était pas mal parce que c'était 6 mois d'école, après 6 mois de stage, après 6 mois, et puis après 6 mois de stage. Donc beaucoup de stages, très professionnels, et puis c'était un truc avec des UV. Donc écoute, je débarque à l'UTC de Compiègne, et puis c'est gratuit, surtout c'est une école gratos. Donc moi, mes parents, ils m'avaient bien comprendre que c'était impossible de me financer. Donc déjà, moi, quand je commence mon école d'ingénieur, je me mets un petit crédit sur le dos pour pouvoir payer mon crous. Donc c'était impossible de payer une école. Donc déjà, école privée d'ingénieurs, on dégage. Donc l'UTC, c'était un bon compromis entre public, bon niveau, sympa avec le cursus. Donc voilà, donc j'arrive à l'UTC de Compiègne et puis je rencontre d'autres potes et puis ça se passe super bien. Et puis je survole mes études. Moi, j'avais bossé comme un turc en maths spé. Quand tu arrives en école, tu n'as même plus besoin de bosser autant, mais j'étais encore dans un mood où je bossais énormément. Donc vraiment, les easy. Et après les premiers stages? Alors premier stage, là, je fais chez Nortel Networks, c'est une boîte qui n'existe plus, mais c'était dans les télécoms. Donc j'ai fait la filière, génie informatique, avec option télécom. Et à l'époque, Nortel, avec Cisco, tout ça, c'était les boîtes très en vogue, puisque du coup, on lançait la 3G. C'était l'opérateur qui travaillait, c'était un constructeur canadien qui bossait pour Bouygues, qui avait construit tout le réseau Bouygues, et c'était eux qui payaient le mieux. Donc j'avais fait mon stage chez Nortel. Voilà, et puis après, une fois que mon dernier stage de fin d'études, en fait, je me dis, non, mais en fait, ingénieur, c'est pas trop pour moi, ingénieur informatique, c'est pas pour moi, je vais plutôt faire du conseil. Et donc je vais faire mes stages, je tente chez Ernst & Young, je tente chez KPMG, et puis je suis prêt aux deux, et puis j'arbitre, je vais faire mon premier stage chez KPMG en conseil, et puis ça me plaît énormément, voilà, de rencontrer plein de boîtes, de faire des audits informatiques, voilà, donc je commence dans le conseil. Je suis embauché, je suis d'abord chez KPMG, voilà, j'avais été accepté aussi en stage chez Ernst, donc ils m'avaient repéré, et puis à un moment je suis débauché par Ernst, donc je vais chez Ernst.
Ah, voilà, j'allais pour une mission en Algérie. Là, pour le coup, je me pensais vraiment pour un big boss. C'est-à-dire que j'avais, écoute, 22... C'est le cadre du podcast, Je sais, Big c'est Boss. pour ça que je fais la blague. Dorian, bravo de suivre. Merci. De rigoler à ma blague. Non, mais je me prenais vraiment pour un... Je me dis, putain, j'ai réussi, là. Donc, j'avais 23 ans. J'étais habillé en costume que j'allais acheter, tu sais, la braderie Hugo Boss qui est en Allemagne pour payer le truc 10% du prix. Bon, bref, c'était rigolo. Donc, j'étais avec mon costard Hugo Boss, acheté 10% du prix. J'étais en business sur Air Algérie. J'allais en Algérie avec l'étiquette Ernst Young. Et je me disais, ouais, voilà, c'est ça le business, quoi. Je suis un businessman, quoi. Donc, voilà, donc rigolo. Et puis, j'ai fait ça quelques temps. Et puis après, l'entrepreneuriat, ça m'a rattrapé parce qu'il fallait absolument que je lance ma boîte et tenter l'aventure. Mais c'est très dur quand tu quittes une boîte comme Ernst Young. Si tu veux, tu es quand même bien payé, tu as des bonus, tu as une carrière, de quitter et puis de partir à l'entrepreneuriat. Mais, coup de chance, à l'époque, j'avais un associé qui était incroyable, Philippe Hausseur, voilà, qui m'a aidé puisqu'il a eu la gentillesse d'accepter que je puisse démissionner. Enfin, pas démissionner parce que démissionner, tu ne touchais pas le chômage. Donc, voilà, on a créé un deal ensemble, en tout cas, qui me permettait de me faire licencier et de toucher le chômage. Intéressant. Parce qu'il n'y avait pas de rupture conventionnelle à l'époque. Et à quel moment tu as eu ce déclic de dire, en fait, je pars de chez EY et je me focus pleinement dans un nouveau projet entrepreneurial sans savoir finalement quelle était la finalité, si ça allait fonctionner, etc. L'envie de l'aventure, le goût de l'aventure, puis les rencontres. Moi, j'avais rencontré un associé qui m'avait donné vachement confiance en fait, dans mon projet. À partir du moment où je m'étais dit, ça peut marcher, du coup, tu te focuses dessus, tu l'améliores. Lui, il me disait, putain, mais jette-toi à l'eau. Je me rappelle, il s'appelle Loïc de Kerbrel, enfin, il s'appelle toujours, mais ce mec était incroyable. Il m'a vachement donné envie de me lancer. Et je me rappelle, il prenait toujours l'expérience en disant, putain, Wilfried, il était là, accroché sur le pont. Moi, j'étais dans l'eau, en nageant, et je lui disais, mais saute, elle est bonne. Il me faisait toujours cette image-là, parce qu'il n'osait pas partir. Et puis après, voilà. Donc, il m'a motivé. Et puis, j'ai été voir mon associé. Je lui ai dit, j'ai négocié un licenciement. Je suis parti. Et puis, j'avais les acédiques. Ça a duré quelques mois. Et puis, la boîte, après, a explosé, a décollé, quoi. Magnifique. Yep. Et donc justement, aussi une spécificité, c'est que tu parles pas du tout de tes premières expériences professionnelles. Quand on va sur ton LinkedIn, on va le faire afficher à l'écran. Tu mentionnes uniquement Superprof. Bah oui. Et il n'y a plus qu'une boîte sur Terre maintenant. Ça, si tu veux, c'est... Non, Superprof, meilleure boîte du monde. J'ai créé tout ce que j'aimais, tout ce que je voulais. C'est la boîte que je vais garder toute ma vie. Donc les autres, c'est anecdotique. Là, c'est parce que tu m'en parles, Dorian. Tu me demandes de raconter ma vie, mais ça vaut rien par rapport à Superprof. On va se focus justement sur Superprof. On va revenir sur ta première expérience entrepreneuriale. Tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, quelles sont les erreurs peut-être que tu as pu faire sur cette boîte et comment se passe le process de rachat, au bout de combien de temps ça intervient ? Alors au bout de 3-4 ans, même pas. Alors non, j'ai pas fait d'erreur sur la première boîte. Je dirais que la principale erreur, c'est que je l'ai vendu en fait, voilà. Mais c'est un super apprentissage. Si aujourd'hui j'ai Superprof et que je peux faire ce que je veux avec Superprof et de garder toute ma vie et être bootstrap et compagnie, c'est parce que je l'ai vendu, donc j'ai un peu de capital de côté, déjà premier point. Et deuxième point, je ne suis pas en train de fantasmer la vente. Parce que j'ai vendu, je sais ce que c'est que vendre, je sais ce que c'est que l'après. Et moi, j'ai vu des gens vendre leur boîte pour être grisés par le fait d'être courtisés et de gagner de la thune. Superprof, je ne ferais jamais ça. Parce que voilà, il n'y a rien de plus beau que d'avoir un projet. Et donc, ma première boîte, non, je n'ai pas fait d'erreur. En plus, non, ça a bien marché. Écoute, très vite, en fait, Loïc, avec qui je m'associe, a 40% de la structure. Moi, j'ai 60%. Je développe ma société, ça grossit, on fait la première année 200 000, la deuxième année 400 000, après très vite 1 million d'euros, voilà. Et Loïc, lui, il était sur un autre projet, il se casse, il allait s'introduire en bourse. Et donc je vais le voir un jour et puis je lui dis un soir, au bout de 3 ans comme ça, on était une dizaine de collaborateurs, j'avais embauché mon meilleur pote, Julien, on bossait ensemble, on se marrait tout le temps, la boîte faisait de la croissance, on était dans un petit atelier du 18e arrondissement, on sous-louait les tâches supérieures à des mecs qui faisaient de la pub, de l'objet publicitaire, enfin, c'était vraiment le kiff quoi. Ah ouais, j'avais 26 ans, tu vois, un truc comme ça, 27 ans, je sais pas très bien, 26, 27. Et ouais, on kiffait trop, on se marrait trop, mais donc voilà, Loïc, il quitte les locaux, il est en train de monter une autre boîte, il a d'autres projets. Et donc je vais le voir et je lui dis, mais attends, écoute, ça sert à rien que tu restes, je vais te racheter tes parts, 40%. Et puis voilà, comme ça je pourrais peut-être enfiler à mon pote. Enfin, tu vois, j'imaginais un truc un peu comme ça.
Et il me dit ça m'embête, j'ai pas envie de faire ça. Écoute, laisse-moi revenir avec une proposition, je vais réfléchir et tout. Mais tu sais, moi je disais, j'ai envie de te racheter tes 40%, je connaissais même pas le prix de la boîte. C'était vraiment un noob, quoi, tu sais, qui venait et qui disait ça comme ça. Et c'était dans rue Colincourt, tu sais, chez Ginette de la Côte d'Azur, un petit resto bar au-dessus du métro d'Henri Raymond. Et une semaine plus tard, il m'invite rue des Dames, au bistrot des Dames, en me disant écoute, j'ai réfléchi, on va se boire une petite coupe de champagne. Et je te jure, déjà, ce jour-là, j'ai la migraine, comme pas possible, donc je n'ai pas du tout envie de boire. Moi, j'ai jamais la migraine, mais ce jour-là, une migraine atroce. Ça ressemble à un dîner romantique. C'est-à-dire qu'il m'a mis sous le sol pleureur, dans un petit jardin, il y a un Bouddha qui est posé. C'est très mignon, très bucolique, en plein 17e arrondissement. Et là, il me dit, écoute, j'ai bien réfléchi, je vais racheter ta boîte et tu vas devenir directeur général de mon groupe. Tu vas être payé tant et ta boîte, je vais la racheter tant. Et là, je vois devant mes yeux ébahi, il me tend une feuille A4 où il y avait des millions d'euros. Et c'est ton associé à l'époque en plus. Oui. C'est trop marrant. Donc, il me dit, je vais te racheter tes 60% et je vois des millions. Et là, je me dis, putain, waouh, je suis millionnaire. J'ai 27 ans. Putain, c'est incroyable, je ne peux que accepter. Et donc, j'accepte. T'as même pas contre-proposé, t'as même pas... J'ai doublé la proposition qu'il m'a faite. C'est un petit détail quand même. J'ai doublé, ouais, c'est un petit détail. J'ai doublé la proposition initiale parce que j'étais pas du tout vendeur. Et donc, comme t'es pas vendeur, tu dis, je vais tenter le double. Voilà. Et donc, c'était très sympa, voilà, tu touches des sous. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Rien d'extraordinaire. J'ai acheté ma résidence principale dans Paris, voilà, je suis content. Parce que moi, j'adore la pierre. Et ensuite, après, voilà, je me suis dit... Donc j'ai fait 1 an avec lui, on a bossé ensemble, j'étais son directeur général, machin et tout. Puis à un moment je me suis dit c'est pas possible, il faut que je remonte une boîte. Moi je peux pas être directeur général, je peux pas gérer les fonds d'investissement parce qu'il y a des fonds d'investissement, ils étaient cotés en bourse et tout, c'était trop complexe pour moi. Moi j'ai besoin d'aventure et donc du coup je me suis dit il faut que je me relance. Et donc j'ai quitté la boîte Adverline. Et là, le grand désert, parce que du coup t'as de l'argent, mais t'as plus de projet, t'as plus de boîte. Tu vois, j'ai été grisé, courtisé pendant la vente. Ça prend du temps la vente parce que du coup, il y a du deal, il y a les avocats, tu fais monter les prix, tu vois, c'est sexy. Puis t'en parles et tout, tu vois. Puis un jour, t'as plus rien, t'as plus de boîte. Donc voilà. Donc un conseil, les amis, ne vendez pas votre boîte, gardez-la le plus longtemps possible. Et surtout, quand on a sa boîte, après, il y a plein de mécanismes pour toucher des sous. Il y a plein de mécanismes qu'on peut faire. Donc gardez votre boîte, ne la vendez pas. Et comment tu fais pour repartir à zéro, sachant que tu sais toute l'aventure qu'il y a derrière ? Oui, comment je fais pour repartir à zéro ? Est-ce que tu as encore les épaules justement pour alors moi, j'ai de la chance, j'ai beaucoup d'énergie. Je suis jamais fatigué, jamais, à peu près. Donc non, soit de l'énergie, non, j'avais 35 ans à l'époque, je relançais une boîte. Non, je me suis dit, tu vois, je vais créer la boîte de mes rêves, quoi. Je vais créer le truc parfait, un truc à impact, comme je disais, dans l'éducation, et puis surtout international. Ça, c'est un truc que j'ai pas goûté, l'international. Moi, je voulais faire un truc. Et j'avais fait un peu d'immobilier, je découvrais Airbnb et je me dis putain, Airbnb c'est incroyable, c'est l'idée de Brian Chesky, créer de la confiance entre deux individus qui à l'autre bout du monde ont assez de confiance d'Orient pour se prêter un appartement. Je me dis putain, je vais créer évidemment le Airbnb du prof particulier. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu as eu l'idée, justement, c'est quel déclic spécifique qui t'a fait dire ok, maintenant je veux lancer Superprof, ça va être cette boîte-là, ce business model-là, et ce nom par la suite Superprof. Ouais, alors c'est d'abord, je me dis tiens, je vais créer le Airbnb prof particulier. Ensuite, après, je me dis tiens, il faut que je trouve un nom pour l'incarner. Donc là, je cherche. D'un seul coup, Superprof. Un matin, je vais vérifier le nom de domaine, comme je te disais, superprof.com est pris. Je me dis merde, qu'est-ce que je fais ? Donc je tente une négo, le mec me dit $30 000. Je me dis non, c'est beaucoup trop d'argent. C'était 30 000, c'était tout le budget que j'ai mis sur la table pour développer mon site, mon MVP. Donc, je peux pas faire ça. Puis en même temps, je l'aime bien. Donc, je tente une négo. Alors, je propose 1000 et il me dit 24 000. Des négos complexes. Et puis à un moment, je me dis, je vais changer de nom. Superprof. Puis j'aime bien quand même. Puis à un moment, je dis, écoute, à prendre, on va laisser $5 000, Superprof. Je te l'achète demain, mais je ne mettrai pas €1 de plus, quoi. C'est à prendre, on va laisser. Et le mec me le vend 5 000. Et là, ça c'est un super bon coup de pied au cul parce que du coup, quand j'ai acheté ce nom de domaine pour ce prix-là, si tu veux, là, il fallait que je m'y mette vraiment. Donc, je m'y suis mis. Il fallait pas que je rate la rentrée. Donc, en août 2013, depuis la plage de Bérez, depuis mes vacances, j'appuie sur un bouton et le site est live. Et on fait 27 € de chiffre d'affaires le premier jour. Oh, fort. Et là, fort. 27 €, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour te dire, putain, j'ai réussi à valider mon modèle. Pour moi, j'avais validé mon modèle économique parce que mon modèle économique de Superprof, c'était de faire payer les élèves. Mais
Maintenant, c'est une évidence. Tu vois, on va faire presque 100 millions de chiffre d'affaires cette année. On a fait 65 millions l'année dernière. Mais à l'époque, quand je disais je vais faire payer les élèves, on me dit mais c'est complètement con. Il faut que tu prennes des commissions entre le prof et l'élève. Non, il faudrait que tu fasses plutôt payer le professeur, parce que tu es un apporteur d'affaires pour le professeur. Donc quand je disais je vais faire payer l'élève, on me trouvait un peu débile. Voilà. Donc quand j'ai réussi à faire payer 3 personnes, je me suis dit putain, mais c'est le début de l'histoire. C'est bon, c'est validé. Si j'en fais payer 3 aujourd'hui, demain j'en fais payer 4, après-demain 5, et ainsi de suite. Et je ne fais que ça, faire grossir le nombre de gens que je fais payer. Voilà. Et après, bootstrap. Mais tu connais bien le truc. Qu'est-ce que c'est le bootstrap ? C'est une hygiène qui fait qu'on doit être rentable tous les jours. Et tous les jours, on doit faire plus d'argent que la veille. Voilà. Il faut regarder, c'est les indicateurs, c'est la croissance du chiffre d'affaires, la trésorerie, et être rentable, c'est-à-dire dépenser 1 euro de moins que ce qu'on gagne. Hyper intéressant. Et justement, quelle était ton ambition avec Superprof au tout départ ? Tu avais des envies d'international, tu avais une envie justement d'être dans l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, tu avais déjà envisagé qu'il y allait avoir cette ascension-là, 12-13 ans après le début de Superprof, 100 millions de CA ? C'était dans ta ligne de mire ou pas ? Pardon, excuse-moi. Est-ce que c'était dans ta ligne de mire ou pas ? Non, pas du tout. Non, faut admettre. Alors, en fait, d'abord, j'ai eu plusieurs phases chez Superprof. Le premier, c'est que moi, je m'étais dit, si je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires, que je recrute une dizaine de personnes, déjà, j'ai réussi mon projet. Ça serait un très, très beau projet. Je serais très content. Je me paye 4-5 000 euros par mois. J'ai réussi. Donc ça, c'était la première étape. Puis très vite, on a fait 1 million. Et très vite, je me suis dit, mais en fait, Superprof, ça devrait plutôt faire 500 millions de chiffre d'affaires. Tu vois, on est taillé pour faire 500 millions. Et donc, d'abord, on va dire la première année, je me suis dit, putain, j'espère qu'on va faire 1 million. Et puis maintenant, je me dis, putain, mais pourquoi on ne fait pas tout de suite, pourquoi on ne fait pas déjà 500 millions ? Tu vois ce que je veux dire ? J'ai eu des étapes comme ça. À une époque, je me rappelle, on avait fait un truc, je me disais, putain, le jour où j'arrive à faire 5 000 euros une journée de chiffre d'affaires, je fais un truc incroyable, quoi. Gagner 5 000 euros en une journée, ça me semblait incroyable. Et maintenant, quand je gagne moins de 200 000 euros par jour, je ne suis pas très content. Aujourd'hui, Superprof, c'est quel chiffre d'affaires, quel business model et combien d'utilisateurs partout dans le monde ? Alors, le modèle économique n'a pas changé, sauf que le prix a augmenté, puisqu'au début, on faisait payer 9 euros pour trouver son professeur. Maintenant, c'est 39 euros. Mais en fait, il faut que tu comprennes, Dorian, que le modèle économique, il est l'élève paye quelque chose pour trouver le professeur de ses rêves. Nous, tu ne payes que si tu trouves. Il faut qu'il y ait matching entre le prof et l'élève. D'accord ? Aujourd'hui, on a un peu plus d'1 million de clients élèves chez nous qui payent pour trouver leur professeur. Et on a 38 millions de professeurs chez nous. C'est ça les grands chiffres. On opère dans 75 pays. Voilà. Et on est 250 collaborateurs. Hyper intéressant. Et pourquoi un étudiant, un élève justement, a envie de venir sur Superprof et de ne pas passer justement à côté de Superprof ou éventuellement sur d'autres plateformes ? Alors, parce qu'on a les meilleurs professeurs du monde. Ça fait 12 ans qu'on ne garde que la crème de la crème. Et comment t'assures à garder ça justement ? Eh ben, je suis très sélectif. On est intransigeant avec nos professeurs. On leur propose des élèves incroyables, mais en revanche, par contre, on ne garde que 20% de nos candidatures. On est très sévère. Il faut que tu sois non seulement diplômé, mais il faut que tu sois bon pédagogue, que tu aies bons retours d'évaluation, que tu répondes à 100% de tes demandes et qu'en plus tu répondes très vite à tes élèves. Donc comment tu arrives à gérer ta stratégie de recrutement, non pas ici de tes professeurs, mais ici de tes collaborateurs qui justement animent Superprof au quotidien partout dans le monde ? Alors moi, je ne m'occupe surtout pas du recrutement de mes collaborateurs. Je suis très mauvais recruteur parce que je recrute tout le monde. Moi, tu viens me voir et tu me dis j'aime Superprof, embauché. Non, je fais plus ça. Donc non, je me suis entouré d'une team. Moi, si tu veux... Qu'est-ce qui fait que le projet est aussi incroyable et que ça fait 12 ans que je m'éclate chez Superprof ? Parce qu'en fait, le métier d'entrepreneur, il peut être fatigant. En fait, tu vois, tu peux être lassé, tu peux t'ennuyer, il y a plein de choses qui font qu'au bout d'un moment, tu en as marre et tu veux faire autre chose. Et puis tu commences à rêver d'autres choses, d'autres projets et compagnie. Et ça aurait pu m'arriver. Mais moi, ce que j'ai fait, du coup, c'est je me suis entouré de gens trop sympas que je suis content de retrouver tous les matins. Moi, quand je me lève le matin, je vais retrouver mes potes au bureau. Ça, c'est le premier truc, tu vois. Mais ça suffit pas. C'est pas parce que tu vas retrouver tes potes, si le projet n'avance pas et que ça... C'est chiant au bout d'un moment, tu vois. Et donc, deuxième truc, la croissance. On a tout misé pour faire énormément de croissance. Donc, on prend beaucoup de risques.
on rachète toutes les boîtes qui est possible. Imagine, on est taillé pour faire énormément de croissance. Parce que la croissance, ce qui est génial, c'est que ça te fait apprendre plein de nouvelles choses. Ça te fait rêver plus grand. Moi, j'ai besoin de rêver. Je sais pas si tu as vu, mais j'ai rêvé d'être ingénieur, j'ai rêvé de monter ma boîte. Le rêve, c'est quelque chose qui me stimule. J'ai besoin de rêver. Et c'est vrai que la croissance de chiffre d'affaires te fait rêver plus grand. Avec 1 million d'euros en banque, tu rêves de certaines choses. Avec 10 millions, tu rêves de certaines choses. Puis un jour, tu as des milliards en banque, et là, tu rêves de prendre une fusée, d'aller sur Mars. Tu vois ? Tu rêves pas pareil. Avec l'argent, c'est un truc qui te fait rêver. Et moi, qui fait rêver plus grand. Et donc, moi, j'ai besoin de rêver plus grand. Donc, c'est ça qui me fait rester chez Superprof au bout de 12 ans. Et du coup, j'ai oublié le début de ta question. Je sais plus pourquoi je suis parti là-dedans, mais... Non, c'est la stratégie de recrutement. Ah oui, la stratégie de recrutement. Alors, tu vois, on en était un peu loin, mais la stratégie de recrutement, c'est de recruter des gens sympas. Moi, j'ai recruté... tu vois, tous les gens qui ont démarré avec moi, ils sont toujours là. Le développeur que j'ai pris en freelance pour lancer la première maquette depuis la plage de Biarritz dont je te parlais, c'est mon CTO aujourd'hui. Le freelance que j'avais pris pour dessiner la première maquette de Superprof, c'est mon CPO. La première personne que je recrute en CDI, la première personne, à un moment, si tu veux, je vois on n'a pas de bureau, on est à l'arrache, mais il faut que je recrute quelqu'un quand même pour bosser avec moi. Il faut répondre au support. Donc d'ailleurs, je me rappelle, j'ai écrit une annonce où j'avais dit il faut écrire à je suis la perle rare @superprof.com. Il faut être bon dans ça, enfin dans tout quoi. On va bosser ensemble, on va être un binôme, ça va être mon bras droit, mon ombre lumière, mon double. Enfin tu vois, c'est mon sparring partner, mon coach. Enfin voilà, il faut que je trouve un mec qui. Voilà. Et je rencontre Camille Lemardelet, donc un mec qui sort d'école, qui n'a pas beaucoup d'expérience. Et avec qui j'ai un fit incroyable, coup de foudre professionnel, tu vois. Ça, c'est une chance, par contre. Ouais, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai de la chance. Incroyable. Et ce mec, c'est mon DG aujourd'hui. Là, quand je suis parti, je lui ai dit, tiens, je vais en podcast, on se voit demain, on s'appelle ce soir si t'as besoin. Je lui parle H24 depuis 12 ans. Et je me rappelle lui avoir dit à l'époque, j'ai pas de thune, donc on va te payer le SMIC. Ah. Mais en revanche, je te propose un CDI, parce que c'est le seul truc que je peux t'offrir, c'est t'inscrire dans la durée. Et je te promets aussi, on va essayer de tenter une super aventure. Tu vois. Donc, l'aventure CDI, par contre, un très petit salaire au début parce que pas de sous. Et puis à l'époque, je ne me payais pas. Moi, c'est mon premier salaire, c'est lui que j'ai donné, puis à mon freelance et à mon développeur. Mais voilà, donc c'est une histoire d'amitié en fait. Et à un moment, je me rappelle, je faisais la blague d'Orient de dire il est interdit de quitter Superprof. Tous les collaborateurs, vous devez rester toute votre vie. Parce que moi, j'aime pas que les gens parlent, je m'attache aux gens. Moi, j'aime profondément mon équipe. J'adore les gens avec qui je travaille. Et donc, du coup, comme tu les aimes, ils t'aiment bien. Et puis, tu sais, tout est transparent. Tu sais, ils connaissent mon salaire. Je communique vraiment sur le fait que je ne prends aucun dividende. Je n'ai pas pris de dividende depuis la création de la boîte. Il n'y a pas de fonds d'investissement qui s'enrichit. Enfin, tout est très sain. Tout l'argent est réinvesti dans la boîte. Je me paye un salaire qui est, on va dire, cohérent avec le salaire de mes directeurs généraux. Enfin, tu vois, c'est une bande de potes avec qui on fabrique des choses avec 3 bouts de ficelle. Voilà. Comment qualifierais-tu justement ta culture d'entreprise pour réussir à incentiver tout le monde, à avoir cette transparence et toutes les valeurs que tu produis ici ? Déjà, moi, je montre l'exemple. Moi, j'essaie de montrer l'exemple. L'exemplarité, je trouve que c'est très important dans la part du dirigeant. Moi, si tu veux, je suis là tous les jours au bureau. Je ne me suis pas en train d'arriver en Porsche avec des dividendes, tu vois. Non, j'arrive en vélo tous les matins au bureau. Voilà, je travaille. Je pense que je suis celui qui travaille le plus. Mais bon, ça, c'est normal. En même temps, c'est mon bébé. Et puis, je travaille même pas, en fait. En fait, je travaille le plus. Mais en vrai, je pourrais dire que je travaille pas du tout. Je suis peut-être celui qui travaille le moins aussi. Parce que moi, c'est pas mon métier, c'est ma passion. Donc, quand tu es passionné par un truc, tu n'as pas l'impression de travailler. Donc, l'exemplarité, je pense que c'est très important, tu vois. Le fait d'avoir une bonne communication, puis le fait d'aimer vraiment les gens. Moi, j'aime mes équipes. Et puis, le fait de redistribuer, de célébrer, de faire des cadeaux à tes collaborateurs, les remercier, de bien parler, d'être bienveillant. Alors, c'est un peu galvaudé le mot bienveillant, tout le monde est bienveillant, mais d'être vraiment solidaire. Enfin, tu vois, moi, mes collaborateurs, au début, on avait des problèmes avec les visas, parce qu'on a beaucoup d'étrangers, on a 40 nationalités au bureau, tu vois. Ils devaient venir en France, ils n'avaient pas de logement, donc moi, je les hébergeais chez moi. J'ai prêté des appartements, je leur faisais des attestations en disant qu'ils vivaient chez moi. Enfin, tu sais, on se débrouille. En fait, on est solidaires, tu vois. Ils ont des coups durs, ils doivent rester chez eux. Puis, on est ensemble, tu vois, on est une grande famille. C'est ça que j'ai, l'esprit de famille, quoi, tu vois. Moi, j'ai tendance à dire, je suis pas une équipe de foot, j'ai pas que des numéros 10 qui bossent comme des tarés et qui font... Non, on est
tous ensemble, on s'entraide, on est très motivés, puis à la fin on se boit des bières, on part en séminaire ensemble, on part en vacances, il y a des remerciements. Enfin, je crée un truc, une cousinade, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, un esprit de famille, family business, quoi. Ok, hyper intéressant. Comment tu jugerais l'entrepreneur d'il y a 12 ans à la fondation finalement de Superprof et ton quotidien justement d'entrepreneur aujourd'hui? Comment ça a évolué depuis la création de Superprof? Ah bah, ça n'a pas tellement évolué. En fait, tu vois, j'ai l'impression d'être resté le même. Simplement, au début, je pensais que c'était fait pour une petite boîte, alors que maintenant, je me dis, non, c'est un monstre Superprof. C'est un monstre. Jamais j'aurais pu penser que ça allait être aussi gros. Je vis un rêve éveillé, moi. Tous les jours, je me pense en me disant, mais c'est pas possible, c'est vrai ça. Puis on continue à faire de la croissance, et puis les équipes sont toujours là. Et puis, tu vois, on a acheté nos bureaux, pareil. Mais tu sais, les bureaux, c'est très important pour moi. Mes collaborateurs, j'ai toujours voulu les mettre dans des bureaux fabuleux, depuis la création. Alors au début, on n'avait pas beaucoup de sous, mais tu vois, on s'était pris un espèce de loft dans le 18e arrondissement, entre Marx-Dormois et Métro-La-Chapelle, assez modeste, mais tu vois, avec une vue incroyable. On était tous ensemble sur des tréteaux. Voilà. Après, on s'est pris un petit hôtel particulier dans la place de Clichy. On appelait ça l'ambassade. Après, on s'est pris une maison. Enfin, tu vois, j'ai toujours voulu, et puis j'ai toujours mis de la déco, vraiment pour que les gens se sentent bien. Et là, alors, comble de joie, on a carrément acheté nos bureaux. Donc là, on s'est fait. Et puis, tu sais, on a co-construit avec l'équipe. Moi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dans les bureaux? Qu'est-ce qui vous manquait dans les anciens? Qu'est-ce que vous voulez dans les nouveaux? On a été jusqu'à mettre, tu vois, un endroit pour que les gens puissent se recueillir, parce qu'on a des gens qui prient, qui ont besoin de prier au bureau, tu vois. Donc, ils ont leur salle, la quiet room où ils peuvent se recueillir. Avant, il n'y avait pas ça. Donc, tu vois, on a co-construit des trucs avec eux. Tu réponds à leurs besoins, ouais, justement, c'est à leurs normal. besoins de ta famille, en fait. Exactement. Tu vois. Et surtout, on a la politique de la main tendue. C'est-à-dire que si un collaborateur a un coup de mou, je ne vais pas être en train de dire putain, la performance, quoi. C'est pas compliqué ce qu'on fait. C'est pas dur, il n'y a pas besoin de performance, quoi. On veut juste de la motivation et de la confiance. Moi, à tous mes collaborateurs, je peux leur filer les clés de la boîte, de la banque. Personne ne va me piquer dans la caisse. Enfin, j'ai une confiance absolue en tout le monde. Je dis pas que je les connais tous parfaitement, tu vois. On est beaucoup maintenant, tu vois. Mais globalement, en fait, l'ambiance, elle est incroyable. J'ai confiance, c'est une confiance absolue en tout le monde. C'est hyper, et ça, hyper intéressant. Tu vois, ça vaut tout l'or du monde. Ça, c'est pour ça que je peux rester longtemps et travailler longtemps. Et puis, c'est pareil. Le temps aide à faire gagner ta boîte. Tu vois. Plus tu restes longtemps, plus tu comprends, plus tu as des idées, plus tu grossis, plus tu vois, tu as plus de sous, tu as plus de trésorerie, tu peux capitaliser sur plein de trucs. Le temps, ça aide. Sauf que malheureusement, en fait, au bout d'un moment, la plupart des entrepreneurs, ils arrêtent parce que ils n'en peuvent plus de leurs associés, ils n'en peuvent plus de leurs collaborateurs. C'est dur. Alors, quand il y a des fonds et que tu fais des boards et que c'est dur, en fait, c'est triste même, tu vois. Donc, au bout d'un moment, l'entrepreneur, tu sais, c'est un humain, il a envie d'être heureux, quoi, tu vois. Donc, moi, j'ai réussi à me créer un univers très heureux. Donc, je suis très heureux. Donc, si tu es heureux, du coup, tu es bon. Si tu es bon, tu es heureux. Enfin, tu vois, c'est très joyeux. C'est un cercle vertueux que tu as réussi à construire, hyper intéressant. Mais tu vois, à un moment, j'avais un associé. Le moment le plus difficile pour moi dans ma vie d'entrepreneur, cette question est dans ta liste, ça a été un moment, effectivement, où je me suis séparé de mon associé. Tu vois ? Parce que j'avais un associé avec qui j'ai vécu le parfait amour pendant 7 ans, ça se passait super bien, on a développé la boîte et tout. Puis à un moment, cet associé, avec le Covid, il a été vivre à l'étranger, il avait envie de faire autre chose et tout. Tu vois ? On s'est loin des yeux, loin des cœurs aussi. Tu vois ? C'est-à-dire qu'il est parti vivre à Barcelone pendant le Covid, il ne voulait plus revenir. Donc voilà. Et à un moment, il dit je vais partir. Ah non, moi je voulais pas qu'il parte, j'ai tout fait pour qu'il reste. Mais à un moment, il voulait partir, et puis en plus, il voulait du coup maximiser la vente de ses parts, donc il était prêt à les vendre à n'importe qui. En fait, tu vois, on était dans une démarche, d'un seul coup, où j'avais un pote avec qui j'avais fait un truc, qui voulait partir et les vendre à n'importe quel prix, à n'importe qui, au plus haut prix, quoi. Waouh, tu vois. Et je comprenais même pas, tu vois. Et j'ai souffert de la séparation. J'imagine que ça ne doit pas être évident. Justement, c'est aussi une des spécificités de Superprof, justement d'être 100% bootstrap. Oui. Quels sont finalement les apports de cette force d'être 100% bootstrap, et qu'est-ce que ça t'a coûté aussi d'être bootstrap ? Ah, ça m'a rien coûté du tout. Les apports, c'est la liberté, l'ambition, le fait de rester dans sa boîte. Parce que lever des fonds, ça veut dire que tu as vendu une part du capital contre de l'argent. Et que ce capital, évidemment, ils vont essayer de faire une plus-value en revendant ton capital. Mais tu es déjà dans une position de vente. En fait, si tu veux, vraiment, une boîte comme Superprof, je te le dis tout de suite, elle aurait été, comme elle fonctionne bien, tu vois, on fait beaucoup de croissance, je pense qu'ils auraient tout fait pour la vendre à un énorme fonds américain, une grosse boîte américaine, tu vois, un truc comme ça. Donc là, t'imagines, tu te retrouves complètement coincé. Moi, j'ai vu des gens se faire racheter leur boîte contre leur volonté, parce que, en fait,
t'es pas des grands décisionnaires, même si tu as la majorité, en fait, les fonds ont tellement un pouvoir de nuisance. Tu sais, un mec qui a 5% du capital et qui te matraque le cerveau, qui te harcèle, qui te pose des questions, qui te parle mal, mais il te pourrit la vie. T'as beau avoir 95% du capital, tu vois ce que je veux dire, c'est un pouvoir de nuisance à un actionnaire. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc. Et donc tout ça pour dire que donc le bootstrap c'est ça, c'est la liberté. Et puis moi j'avais envie de tenter des choses. Tu vois, on a mis 6 ans avant de gagner $1. Moi j'ai voulu le lancer aux États-Unis très vite. Mais pendant 6 ans on a perdu de l'argent. On a perdu entre 300 000 et 400 000 euros chaque année. Tu vois. Mais aucun fonds ne tolère que tu perdes pendant 6 ans autant d'argent. D'ailleurs, tu vois que la plupart des boîtes ne sont pas aussi internationales que nous. Nous, on opère dans 75 pays. Là, on va finir le semestre à 100 pays. Le dernier pays qu'on lance, ce sera l'Afghanistan. Tu vois, moi, expliquer un fonds que je vais me lancer en Afghanistan. En Afghanistan, je gagnerai 0 pendant très longtemps. Mais c'est pas grave. Je le fais parce que je trouve intellectuellement qu'on a lancé très vite l'Afrique du Sud, le Nigeria. C'est des pays où on gagne 0, quoi. Mais c'est pas grave. On se dit c'est important que tout le monde sur Terre ait la possibilité d'avoir une marketplace où tu trouves ton prof. Le partage de connaissances, ça fait aussi partie, tu vois. C'est pas un truc que tu peux vendre à des fonds. Nous, tu vois, moi je veux faire un truc joyeux, un truc heureux, quoi. Ouais, c'est de l'humain et le y a fond pas ne que, raisonne pas y a forcément. pas que de l'argent, quoi. Tu vois, il y a aussi le projet global de dire, voilà, on va fournir un prof et un élève partout sur Terre. Voilà. Par exemple, je te donne un ordre d'idée. J'avais rencontré un fonds à une époque, parce qu'à un moment, pour dire que je veux pas de fonds, je m'étais quand même posé la question, j'en avais rencontré. Ça faisait 2 ans qu'on existait, on avait lancé la France, puis après le deuxième pays qu'on a lancé, c'est l'Espagne. Et je me rappelle expliquer au fond, je dis, non, on s'est lancé en Espagne, puis on a fait 2 acquisitions, on a racheté d'autres professeurs, mis profs particuliers, machin. Le mec me dit, mais pourquoi vous n'avez pas lancé l'Angleterre ou l'Allemagne ? Il y a beaucoup plus d'argent. Et j'ai dit, alors je m'étais même pas posé la question, tu vois, pour te dire comment j'étais original. Mais je dis, ouais, mais moi je préfère 10 fois l'Espagne. Moi, je pars en Espagne en vacances. Moi, je préfère Barcelone, Ibiza, à Düsseldorf, quoi. Enfin, tu vois, donc, je lance un pays que j'aime bien, tu vois. Bah, oui, alors derrière, effectivement, c'est peut-être moins rentable. Et aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne fait 4 fois plus de chiffres que l'Espagne, tu vois. Alors que ça a été lancé après. Et l'Angleterre, c'est le 3e plus gros pays. Donc, il avait raison, en vrai. Mais moi, j'ai fait que des choix de cœur, tu vois. Et donc justement, il y a ce fonds que tu es allé voir. Oui. Est-ce que tu as eu des propositions de levée de manière plus générale ou des propositions de rachat ou d'acquisition justement de Superprof ? Jamais. Jamais, parce que je me suis jamais mis... Il faut se mettre dans une position de vente ou une position de lever des fonds. Si tu veux, j'ai discuté avec beaucoup de fonds. D'ailleurs, c'était un conseil de Francis Napez, le CTO de Blablacar, que j'avais rencontré un jour en déjeunant. On déjeune ensemble et puis il me dit... mais tu vois des fonds, je dis non, surtout pas, moi je veux pas de fonds, tu rends pas. Et alors là, c'est ridicule, c'est pas parce que tu les rencontres que tu vas lever. Et puis il me dit, tu sais, un entrepreneur c'est avant tout quelqu'un qui a le droit de changer d'avis, qui en fonction de son marché, de ses envies, enfin tu vois, tu peux avoir changé d'avis à un moment, faut saisir des opportunités. Donc il me dit, tu devrais les rencontrer et comme ça ils t'auront identifié. Et le jour où tu iras les voir si tu veux lever des fonds. Et donc du coup j'ai fait l'exercice de discuter avec des fonds. Mais ça n'a jamais été plus que ça de discuter. Et puis surtout, non. Tu vois, j'ai appris une chose avec ma première vente de boîte. C'est que lorsqu'on te met une offre sur la table, lorsqu'il y a une offre avec des zéros, c'est très dur de résister. C'est très, très dur. Tu veux pas avoir la tentation sous les yeux. Exactement. Ah, j'ai pas checké sur moi malheureusement. Voilà. Non mais tu vois, je veux pas un jour que... voilà, et j'ai ce truc de... Et le fonds fait ça, hein, à un moment. Le fonds, il te met une offre sur la table, même si t'es pas vendeur. Il te la met, et là, t'en parles à tes amis, et puis tout le monde veut toucher, quoi. Donc voilà. Pas facile. Et donc tu disais, les premières années de Superprof, pas rentable. Comment tu arrives justement à supporter une perte financière sans savoir finalement si tu atteindras la rentabilité un jour sans finalement lever d'argent? Non, Dorian, j'ai été rentable dès la première année. En fait, on s'est mal compris, mais par contre... C'est vrai qu'on était en culbute avant permanent, c'est-à-dire que j'avais des gros problèmes de trésorerie. Puisque du coup, comme j'ai énormément confiance dans le projet Superprof, qu'on faisait beaucoup de croissance, quand je gagnais 1 en janvier, je dépensais 3 en février, quoi. Si tu veux, en me disant, en février, je gagnais 2, puis c'est, tu vois, culbute avant comme ça. Donc du coup, c'est vrai qu'on était rentable à la fin de l'année, on arrivait quand même à dire que voilà, on a gagné autant d'argent qu'on a dépensé. Mais j'anticipais déjà les dépenses sur les prochaines années ou sur les prochains mois. Donc on avait des petits sujets de trésor. La trésor, c'était quelque chose vraiment qu'on pilotait avec
beaucoup en mode équilibriste. Mais non, on a toujours été rentable dès le premier jour. Tu es obligé, sinon, de toute façon, tes banques, elles te plantent. Tu vois, il faut en fait être rentable. Parce que être rentable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais des bénéfices à la fin de l'année. Ça veut dire que les bénéfices sont intégrés, puisque on ne verse pas de dividendes et qu'on laisse tout dans la société, reste dans la société. Donc les fonds propres de la boîte grossissent. Et plus tu as de fonds propres, plus tu peux t'endetter. Et moi, j'avais aussi envie de faire beaucoup d'acquisitions. Donc j'avais besoin de résultats et de bénéfices et de fonds propres pour m'endetter, pour pouvoir acheter d'autres boîtes. Et justement, est-ce que tu recommandes de s'endetter? C'est-à-dire que toi, tu n'as pas fait de levée, donc de dilution de capital, mais tu as quand même fait de la dette, ce qui peut aussi, en un sens, être risqué parce que ça implique que tu aies des bénéfices et une croissance. Oui. Comment supporter ça? Oui. Alors, comment supporter? C'est une mentalité. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens qui me disaient moi, je préfère 10 fois lever de l'argent. C'est comme ça, si je rate, je dois rien. Enfin, c'est pas mon argent, alors qu'un crédit, je dormirai plus de la nuit. C'est son aversion au risque, moi je suis quelqu'un qui est capable de me dire quand j'emprunte, je suis capable de rembourser, ça me fait pas peur de rembourser, j'y crois, du coup ça veut dire que je me mets aussi une pression de dingue pour pouvoir rembourser mes échéances, mais écoute, non, après moi je crois énormément au projet Superprof, je suis très focus, je dis pas que je suis le meilleur, parce qu'il peut y avoir des gens qui ont des meilleures idées et qui sont meilleurs en exécution, mais c'est vrai qu'on est quand même très hargneux, très combatif, tu vois. Et donc et puis quand on emprunte, on rembourse, ça me paraît logique. Et en vrai, j'ai toujours emprunté pour faire des acquisitions et donc faire grossir ma croissance, quoi. Donc et moi j'emprunte toujours en me disant le prochain business, combien il va générer de cash en plus par mois, combien je dois rembourser par mois, et d'équilibrer pour faire en sorte que ça soit $1, quoi. Et jusqu'à présent, on a fait 18 acquisitions. On ne s'est pas trompé. Donc les calculs n'étaient pas si mauvais que ça. Justement, je me rappelle, les premières acquisitions, c'était en Espagne où en fait, tu avais des concurrents en quelque sorte sur place, des plateformes dédiées, et tu t'es dit, je les rachète. Et comment ça se passe C'est toujours ça. C'est la même stratégie que depuis le début. En fait, c'est Superprof. La stratégie tient sur un timbre-poste. Elle n'a jamais vraiment évolué. C'est être le premier dans chaque pays et proposer les meilleurs professeurs. Voilà, point. Une fois que tu as dit ça, eh bien, écoute, pour être le premier, il faut racheter tous les concurrents et il faut être intransigeant et ne garder que les meilleurs professeurs. Et ensuite, après, si tu proposes ça, écoute, le bouche à oreille, la qualité fait que les élèves, en fait, ils sont prêts à payer pour avoir le meilleur professeur. Et donc, j'ai fait, quand j'ai lancé la France, j'ai racheté tous mes concurrents. D'ailleurs, mon associé dont je parlais tout à l'heure, qui a été un moment compliqué, ça a été le leader du cours particulier en France que j'ai racheté en part sociale. À un moment, il y a un leader en France qui a 180 000 annonces de professeurs, qui est promis sur toutes les requêtes, cours de maths, prof d'anglais, machin et tout. Et je vais le voir et je vais le racheter. Ça se passe comment? Ça se passe super bien. Il est super sympa, on s'entend super bien. Il est ingénieur comme moi, on a fait du conseil, on est très similaires. Bon, je me dis, c'est con, j'avais pu m'associer avec un mec un peu différent, tu vois, complémentaire. Parce que là, on était vraiment sur le papier la même chose. Mais en fait, ce qui était pas mal, c'est qu'on était assez complémentaires parce que lui, il n'avait pas du tout envie de faire la même chose que moi. Voilà. Moi, je suis très produit et lui était très finance, très SEO. Donc, il détestait faire du produit. Moi, j'adore. Et puis, moi, la finance et le SEO, j'aime bien, mais comme c'est très technique, je préfère qu'il soit un technicien. Donc, c'était parfait. Les rôles étaient parfaits, même si on avait sur le papier le même pédigré. Non, ça se passe très bien. Simplement, moi, je veux le racheter en cash. Il veut que je le rachète en part sociale. Bon, au bout d'un moment, je comprends que si je ne lui file pas 30% de la boîte, le deal ne se fera jamais. Je trouve ça dommage. Donc, je donne 30%. Et puis voilà. Après, ce qui était marrant, c'est qu'il avait prévu de faire 1 an autour du monde. Donc, il me vend sa boîte contre 30% de Superprof. Je n'ai rien. Je suis tout seul. 1 an plus tard, il revient. Et là, j'ai des bureaux. On est 5 personnes. La boîte s'est développée. On avait fait 1 million de chiffre d'affaires. Enfin, on s'est beaucoup développé. Et donc après, il a embrassé le truc. Il m'a aidé à développer l'international. Lui, il était très bon en management et en recrutement. Donc voilà, tu vois, on a fait... Et 7 ans après post-Covid, il décide de partir. Donc maintenant, aujourd'hui, j'ai 100% de la boîte. Ok. Donc il n'y a plus d'associés dans Superprof parce que ça a été un moment traumatique. Et t'as pas justement envie d'ouvrir ton capital à la famille Surtout Superprof? Non, pas du tout. Ça, c'est l'envie d'avoir 100% Exactement. Exclusivement. Okay, pour plein de raisons. La première, c'est que j'aime beaucoup le partage de la valeur. C'est-à-dire que je veux récompenser les gens qui travaillent chez Superprof, la famille Superprof, comme on disait.
en disant voilà, le super prof, ça vous fait gagner de l'argent, mais en plus ça change votre vie, puisque comme on fait beaucoup de croissance et compagnie. Mais je me suis enlevé le coût des parts, parce que les parts, si tu commences à en donner à 1, tu en donnes à 2, à 3, ça ne s'arrête jamais. Et tu commences à discuter de combien est-ce que tu files à l'un et à l'autre. Deuxième chose, moi j'ai envie qu'il reste dans la boîte, et c'est vrai que j'ai été traumatisé par mon associé qui a en fait aussi à un moment dit bah tiens, moi j'ai 30%, ça vaut quelque chose, je vais essayer de le vendre pour toucher du cash. J'ai pas envie que les gens se disent putain, je vais vendre mes parts pour toucher du cash et partir. Si t'en as plusieurs, en plus ça fait un effet cascade, à gérer. Voilà. Tu passes plus de temps à gérer ça qu'à gérer ta boîte. Je me suis enlevé ça. Donc par contre, qu'est-ce que je fais pour que mes collaborateurs soient contents ? Je paye en bonus. Voilà. Chaque année, on a créé un truc qui s'appelle le Super Bonus, qui redistribue une partie des gains. Je paye bien les gens. Moi, je pense je me suis enlevé ce problème de salaire ou de comparaison avec les autres boîtes. Je pense qu'on paye 20% de plus que le marché ou 30% de plus que le marché chez Superprof. On paye très très bien chez Superprof. Voilà. Et puis, il y a pas mal de bonus, des choses comme ça qui font que les gens, ils s'y retrouvent, toi. Et puis voilà. Puis on ne parle pas de distribution de parts. Et puis moi, je suis bien comme ça. Et encore une fois, je te dis, j'ai vécu un moment traumatisant. Je n'ai pas envie de le revivre. Et puis c'est la boîte de mes rêves. Je la garde toute ma vie. Tout le monde est au courant. C'est pareil. C'est pas un secret. Les gens ne sont pas arrivés en disant, je vais te donner des parts. Tu vois, rien n'est secret chez Superprof. Tout le monde sait que je pense comme ça. Comme tout le monde sait qu'il n'y a pas de télétravail chez Superprof. Comme tout le monde sait que tu vas avoir une totale liberté, une totale confiance. Que je vais te donner d'énormes moyens pour recruter des gens incroyables. Qu'il y a beaucoup d'ambition. Donc voilà, c'est ça que je te propose comme projet. T'adhères pas, voilà. Mais jusqu'à présent, on a les gens se battent pour venir chez Superprof. C'est beaucoup de gens quand même. C'est la meilleure boîte du monde, vraiment. Et puis l'ambiance, elle est incroyable, Dorian. L'ambiance, l'équipe, elle est folle. C'est l'auberge espagnole. Tu rentres chez Superprof, mais plus jamais tu as envie de travailler ailleurs. C'est très dur pour les gens d'ailleurs de quitter Superprof. Ça se termine toujours un peu mal, quoi. C'est-à-dire que quand des fois il y a des périodes d'essai où les gens ils viennent, ils goûtent au bonheur et qu'on leur dit au bout de 3 mois, écoute, c'est pas tout à fait ce qu'on imaginait. Enfin, tu vois, c'est déchirement, quoi. La séparation. La trésorerie, c'est le nerf de la guerre pour une boîte bootstrap. C'est pour une trésorerie, puis c'est le nerf de la guerre pour toutes les boîtes du monde. Oui, accessoirement, mais surtout pour une boîte bootstrap, parce que là, t'as pas de matelas de sécurité en quelque sorte, tu vois. C'est le sens de la question. Et comment tu arrives justement à assurer une trésorerie, sachant que vous avez des investissements constants. Tu disais, il y a de l'endettement pour la croissance, croissance à 2 chiffres. C'est très simple. J'ai été à découvert jusqu'au Covid. Jusqu'au Covid, j'étais constamment à découvert. D'accord, je n'avais aucune trésorerie. Je dépensais tout ce que je gagnais 3 fois plus. On arrivait à des découvertes autorisées. Je suis arrivé jusqu'à moins 500 000 en banque. D'ailleurs, je sais que mon associé à l'époque, il faisait des nuits blanches. Il arrivait le matin et il me disait, on est mort. Regarde, si on fait ça, on paye ça, on paye ça, on sera à la fin du mois moins 800 000. Autorisation bancaire, moins 500. Ils vont nous geler nos comptes. On ne pourra pas payer. Il se tapait des coups de stress. Et moi, je me dis, attends, mais relax. Déjà, ça, on est obligé de payer. Ça, on peut décaler. Là, on va toucher de la thune. Là, on va encaisser ça. Regarde. Fin du mois, on est à moins 500. On n'a pas bougé. Tu vois. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la première partie, tu vois, de mon aversion aussi. Et ça, c'est aussi grâce au fait que j'ai vendu ma boîte, la première. J'ai vendu ma boîte. J'ai un peu de sous. J'ai ma résidence principale. Je suis sécurisé financièrement. Donc, du coup, moins 500 000 en banque, ça ne me fait pas flipper. Tu vois. Donc voilà, donc ça c'est un apprentissage que j'ai eu ma première boîte, donc voilà, j'ai pas peur d'être énormément à découvert. Et moi ce que je veux surtout c'est tenter des choses. Et après, le Covid, on a explosé pendant le Covid, donc on a fait une énorme croissance et magie des PGE d'un seul coup, alors qu'on pouvait plus emprunter, qu'on était au taquet, qu'on était à découvert, d'un seul coup on dit on va vous filer 2 millions d'euros en cash en PGE. Ah ouais? Eh ouais. Et donc on s'est pris 2 millions en banque. Et depuis qu'on s'est pris les 2 millions en banque, on est toujours la trésorerie. Merci les frais garantis par l'État alors. Ouais, alors ça, en plus, avril 2026, j'aurais fini de les rembourser. Donc c'est top. On aura tout remboursé, tous nos PGE. 2 millions de PGE qu'on aura remboursé. Mais ouais, la trésorerie, après, alors maintenant, du coup, je fais super attention. Et puis, encore une fois, on a beaucoup grossi et compagnie. Mais en vrai, ce que je fais, il faut faire attention à sa trésorerie, bien sûr, mais il faut aussi investir. Donc, c'est un doux mélange entre ce que les banques sont en mesure d'accepter. Il ne faut jamais se mettre à avoir de problème avec sa banque, en fait. Si ta banque te tolère un moins 500 000 de découvert, c'est que c'est toléré, c'est qu'elle pense que tu seras capable de le rembourser et compagnie. Enfin, tu vois. Donc,
En fait, c'est ça, c'est gérer sa relation bancaire. Au-delà de sa trésorerie, c'est plutôt gérer sa relation bancaire, avoir une très bonne relation avec ses banques. Moi, je passe beaucoup de temps avec les banquiers. Ils ont confiance en moi, on parle en toute liberté. Enfin, tu vois, voilà, je passe du temps avec eux pour effectivement ne jamais avoir de problème avec ta banque parce que quand tu es coupé, quand tu as des problèmes de banque, quand il y a l'URSSAF qui doit être prélevé et que la banque a dit non, on ne te paye pas, que l'URSSAF du coup te frise tes comptes, c'est très dur. Ok, donc ça hyper intéressant. Tu crées aussi Club Bootstrap, donc tu pousses justement ce branding que tu as, que tu mets un petit peu partout sur les réseaux. Ton personal branding, c'est aussi ça, c'est 100% Bootstrap. Ah ouais, tu crées Club Bootstrap. Ouais. Est-ce que Alors, tu peux nous parler de cette initiative? je fais partie des pères fondateurs. Je n'ai pas créé le Club Bootstrap parce que le Club Bootstrap a été créé par Caroline Payou et on va dire Mathieu Lauland qui ont créé ce petit Club Bootstrap et à un moment ils appellent quelques entrepreneurs et donc on se retrouve chez Caroline dans son appartement, tu vois, on n'a rien et puis on se dit bah tiens comment on pourrait faire le truc et voilà et on co-crée tous ensemble le Club Bootstrap et à la fin Club Bootstrap aujourd'hui ça doit être 150 personnes ça et tout. Ouais parce que le bootstrap c'est de la liberté, on n'est pas en train de faire on est vraiment en train de mettre les mains dans le cambouis. C'est ça la particularité de tous les gens du bootstrap. Je crois d'ailleurs on s'est auto-surnommé les castors, tu vois, c'est des gens qui travaillent avec leurs mains, ni avec leurs mains ni avec leurs pieds. C'est ça le truc du tronc, mais le truc c'est que tu vois, et puis on a des valeurs communes, tu vois, la liberté, travailler dur. On n'est pas dans la fame de la levée de fonds, le truc un peu, tiens, on a levé des millions, mais derrière il y a un truc qui marche pas. On est très proche aussi en termes de management des équipes. C'est vrai que on est conscient. En fait, on est manager, on est entrepreneur. Entrepreneur, c'est prendre soin de ses équipes. On connaît l'importance du capital humain. Tu vois, c'est des valeurs comme ça que peut-être on ne retrouve pas dans certaines personnes qui sont dans la fame, intelligence artificielle, la levée de fonds, tu vois, on est sur... moi, des fois, j'entends des entrepreneurs qui ont levé de l'argent, ils disent que c'est une équipe de foot, que c'est que des numéros 10, tu vois, que c'est vraiment des killers, que s'il y en a un qui est pas bon, il le dégage. Enfin, c'est pas du tout ça. Moi, et puis, tu sais, ils ne s'inscrivent pas dans la durée. Regarde, si tu regardes toutes les grosses boîtes, qui est encore à la tête, quoi. Même Blablacar, on en parlait tout à l'heure, c'est plus Matzela qui est à la tête de Blablacar. Si tu veux, à un moment, alors que pourquoi ? C'est son idée, il a créé ça, à un moment, il veut partir chez sa sœur, il a l'idée que voiturage, c'est génial, ben non, d'un moment, en fait, c'est plus lui, il est dépossédé de sa propre boîte, tu vois. Donc voilà, donc le bootstrap, c'est aussi ça, c'est des gens qui vont rester un peu très très longtemps, qui s'inscrivent dans la durée. Ok, hyper cool. Et vive le bootstrap. Vive le bootstrap. Hashtag vive le bootstrap dans les commentaires. Super prof, donc c'est aujourd'hui présent dans près de 100 pays. Tu l'évoquais, 75. 75 aujourd'hui. 100 avant la fin du trimestre. En septembre prochain, on sera à 100. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc quasiment la moitié des pays du monde. Donc super prof présent dans plein de pays. Comment s'est passée cette phase d'internationalisation ? Tu commences par l'Espagne. Quels sont les pays qui vont suivre ? Et ensuite, le marché européen et frontalier, c'est pas du tout le même que le marché africain, asiatique, américain. Et alors, comment ça se passe les US aussi Ouais. Alors là, je peux te faire un topo par pays parce que c'est incroyable. Il y a les US, il y a le Brésil, il y a le Mexique, la Colombie, l'Afrique du Sud. Tous les pays effectivement européens, le Canada, enfin voilà, Turquie, l'Inde c'est un pays fabuleux. Alors comment ça se passe ? En fait, ce qu'on fait, c'est que Superprof n'est pas une boîte internationale. Il faut pas imaginer ça. En fait, on est vraiment une boîte multilocale. C'est-à-dire que chaque pays est géré par un country manager natif. Moi, Dorian, quand je me lance en Espagne, le premier truc que je fais, je recrute un natif du pays qui va me transformer le Superprof en un Superprof très local. En Espagne, c'est superprof.es. Tu vois, dans chaque pays, en fait, on a notre extension de domaine, tu vois, et il va transformer le site en une expérience très locale avec un support local, un système pédagogique, beaucoup de SEO avec des mots-clés local. Quand on va parler à nos élèves, on va savoir qu'on parle du pays, qu'on va connaître le pays. Donc, c'est que des locaux qui opèrent pour chacun de nos pays. D'accord ? Donc, d'abord, je lance l'Espagne, et puis avec toujours ces trucs, on fait des acquisitions, en fait, on rachète tous nos concurrents pour faire grossir notre base de données, et puis détruire les concurrents, et puis gagner du référencement naturel, tu vois. Voilà, donc ça, l'Espagne, c'est le premier pays qu'on lance. Puis après, on lance l'Italie. Après, parce que l'Italie, évidemment, pays sympa, tu vois. Très vite aussi, on lance le Brésil, parce que moi, à l'époque, j'adorais partir au Brésil. Donc, tu vois, au début, on était quand même, tu vois, les destinations de vacances. France, Espagne, Italie, Brésil. Bon.
Et voilà. Et puis après, voilà, on a fini toute l'Europe. Après, on a fait l'Angleterre, on a fait l'Allemagne, Belgique, Suisse, Portugal, bon, Norvège, Suède, tu vois, voilà, toute l'Europe. Et les US. Les US, qui est un cas d'école, puisque les US, je dis, pendant 6 ans, on a gagné, on a fait que perdre de l'argent. On dépensait entre 300 000 et 500 000 dollars peut-être par année, tu vois, de dépenses. Et puis on n'y arrivait pas. On avait fait la même technique que d'habitude, c'est-à-dire qu'on avait recruté une patronne du pays qui s'appelait Misha, qui venait de Boston. Jeune femme très dynamique, qui sort d'école, bac plus 5, mais qui se heurte au mur tu vois, des États-Unis. Les États-Unis, ils sont hyper forts. Si tu imagines que tu es bon en SEO, tout à l'heure on parlait SEO. Si on pense qu'on est bon en SEO, ouais, on est bon en SEO en Europe. Si tu te compares aux US, ils sont 10 fois meilleurs que toi. Si tu crois que tu es bon en produit, parce que tu as un beau produit, tu as une belle appli, les US, ils ont 10 fois ton level. Si tu crois que tu es bon en SEA, si tu crois que tu es bon en acquisition, tu vois, les États-Unis, ils sont très très forts. Donc nous, quand on est arrivé, c'était nos concurrents, ils avaient pris toutes les positions SEO, ils avaient un produit incroyable. Et tu peux pas les racheter en plus. Le j'imagine. SEA, les coûts d'acquisition, non, tu peux pas les racheter parce que c'est 10 fois le prix d'une boîte. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai essayé de racheter une boîte aux US, tu vois, on a racheté à un moment, on a racheté une boîte en Angleterre, une boîte aux US. On était en train de les targeter les deux. Tutorfer aux États-Unis, en Angleterre, et je me rappelle plus comment elle s'appelait la boîte aux États-Unis parce qu'on n'a pas fait le deal. Mais elles étaient à taille à peu près équivalente. Même nombre de profs, je crois qu'on avait 600 000 profs dans chacune des deux, tu vois. Il y en a une qu'on a fini par racheter quelques millions de livres. Donc, je ne dis pas le prix parce que c'est confidentiel, mais quelques millions. Et, la boîte américaine s'est vendue 58 millions de dollars. C'est fou. 58 millions. Tu vois, donc, des prix qu'on ne peut pas payer. Donc, voilà. Donc, les US, très dur. Donc, on a dû faire face nord parce que on ne pouvait pas racheter. Les coûts d'acquisition, moi, j'achetais à l'époque via les réseaux sociaux. En moyenne, on achetait à peu près pour 3 euros, on achetait un profil de prof, ça nous coûtait 3 euros d'achat. Quand j'ai commencé aux États-Unis, c'était 28 dollars le prof. 28 dollars. Donc voilà, parce que le SEO était complètement bouché, parce que le SEA, les prix étaient complètement fous, parce que les réseaux sociaux, les coûts étaient dingues. Donc voilà, et puis Micha, la pauvre jeune femme qui venait d'arriver, sortie d'école, elle pouvait pas acheter de prof. Il lui en fallait une quantité incroyable parce que nous on faisait du prof, si tu veux, en présentiel. Donc pour faire matcher un prof et un élève au même endroit dans un pays aussi grand que les US, t'imagines le nombre de profs qu'il nous faut. Donc il nous fallait un nombre de profs incroyable. On pouvait pas faire de SEO, on pouvait pas faire de SEA, les coûts d'acquisition étaient trop chers, on pouvait pas faire de croissance externe. Tu vois, je te jure que on a failli arrêter. Enfin, c'était dur, c'était violent, tu vois, c'était dur. Mais moi, comme je voulais trop vivre aux US, je m'étais dit, putain, il faut que ça soit mon premier marché. Et donc voilà, donc, cette jeune femme a fait deux. Puis on avait fait aussi une énorme erreur. On opérait sur le nom de domaine superprof.us. Parce qu'en fait, le .com, c'était un truc qui redirigeait pour tous les pays. Tu tapais .com quand tu étais en Italie, superprof.it, en fr.fr, en es.es. Et aux US, quand tu tapais superprof.us. Et cette jeune femme ne nous avait rien dit. Et donc au bout d'un moment, on se dit, bon, écoute, elle n'avait rien faire. Micha, en plus, elle a envie de retourner Elle voulait bosser, elle voulait retourner aux États-Unis. Donc on dit, bon, il faut qu'on recrute quelqu'un, mais il faut qu'on recrute un killer, quoi. Donc on a recruté Greta, une jeune femme qui est arrivée, qui avait vachement d'expérience, qui avait 10 ans d'expérience, qui avait bossé chez Google et tout. Donc premier truc qu'elle nous a dit, elle dit, alors déjà, le programme US, c'est de la merde. Il ne faut pas faire ça. Il faut reprendre le .com. Okay. Sinon, on n'est pas crédible. Bon, premier, on doit refaire toute une migration, et 301 et machin et tout, vers le .com. Ok. Ensuite, les coûts d'acquisition, les gars, 28 dollars sur le réseau, mais on va trouver des alternatives. On peut faire des deals avec des universités, on peut faire de l'achat de liens, on peut faire. Tu vois, elle nous a fait baisser nos coûts d'acquisition à 7 dollars. Voilà. Et après, coup de chance, on a eu effectivement la période Covid. Et la période Covid, du coup, ça nous a aboli les frontières aux US, puisqu'on a passé tout le monde en webcam. Donc d'un seul coup, un prof de maths à New York pouvait donner des cours de maths à un élève de Los Angeles. Et donc là, on a commencé à faire du matching. Et donc on est ressorti des US avec une traction déjà qui était intéressante. Et aujourd'hui, c'est le pays qui fait le plus de croissance et c'est le premier pays en termes de chiffre d'affaires. Et comment, justement, tu as réussi à passer ce cap du Covid, de cours en présentiel exclusivement, avec une politique aussi, tu le disais, au niveau de ta boîte où tu ne veux pas de télétravail, etc. Et finalement, tu arrives à avoir une boîte qui est digitalisée, qui se transforme complètement et qui te fait passer à l'étape supérieure. Ouais, avec quelques nuits blanches, hein, bien sûr, quelques moments de solitude, puisque effectivement, on a fermé nos bureaux. À un moment,
Je me rappelle, on a dit, putain, c'est trop triste, on va se quitter et tout. Oh, allez, on se retrouve tous à la buvette, on va se faire un dernier apéro. C'est ça, comme ça qu'on on a fermé les bureaux. On s'est dit, putain, c'est trop triste. Mais je me dis, avec le recul, en fait, on nous disait de pas se fréquenter. Et nous, pour finir, on a fini un apéro tous ensemble. Et donc, après, comment j'ai fait alors, en fait, nous, d'abord, il faut savoir que nous, on fait du matching. On s'est concentré sur le matching. Donc, c'est ça qu'on savait bien faire. Donc, matching, en fait, on savait bien le faire. Donc, à présentiel ou à distance, en fait, c'est pareil. Nous, on te faisait rencontrer le prof parfait. Ensuite, après, c'est vrai que, en fait, tous les cours ont été disponibles en visio. C'est-à-dire que nous, en fait, chaque semaine, pendant le Covid, on faisait des exemples de cours un peu saugrenus. Un cours de sport en visio. Un cours de cuisine en visio. Un cours de danse en visio. Tu vois, on faisait des cours, on montrait qu'en fait, tous les cours étaient possibles par visio. Voilà. On a évangélisé comme ça. On a mis toutes nos équipes aussi techniques au support pour équiper les profs de caméras. Comment on faisait des tutos pour comment donner les cours de piano avec une visio. Enfin, parce que c'était nouveau. Mais en fait, tout le monde a vachement mis d'énergie. Et en fait, tout le monde s'est rendu compte que c'est possible, quoi. Et voilà, et puis après une période de sidération de 3 semaines où notre chiffre d'affaires il a fait une chute vertigineuse. Moi je faisais plus de 50% de croissance en termes de chiffre d'affaires. La semaine d'après je faisais moins 70 quoi. Donc j'ai vu ça quand même. J'ai eu ce moment de waouh, plus 50, moins 70, d'accord. Mais après on a explosé parce qu'après c'est remonté, après la période de sidération. On a mis tout le monde à la webcam. On a aussi développé en urgence une solution de paiement. Parce qu'on n'avait pas de solution de paiement nous pour payer entre le prof et l'élève. Nous on disait nous vous savez... vous voyez, vous faites un virement, vous faites un PayPal, vous faites un Lydia, c'est pas notre problème, on s'en fout. Vous faites un chèque à la rigueur. Mais à distance, comment on fait pour être payé puisque tu donnes des cours par visio. Donc, on a envoyé des tutos pour se faire payer par PayPal, créer un compte PayPal, pour se faire un payout, machin et tout. Puis on s'est dit à un moment, non, mais attends, on va leur faire une solution. C'est pas grave, on ne gagnera rien, on ne prendra pas de commission, mais ils vont pouvoir, le mec qui a mis sa carte bleue, payer son cours, et puis on fera un virement au prof, quoi. Donc, on a fait ça pendant le Covid aussi. On a fait une solution de paiement qui existe toujours, hein. Qui est utilisé un peu par nos profs. Enfin voilà, on s'est adapté, on était très tristes, on faisait des apéros en Zoom à tout le monde. Moi j'étais dans mon appartement, c'était chouette parce que j'étais avec mon petit garçon, donc du coup j'ai pu profiter pleinement de lui. Mais voilà, puis c'était une période de révolution de la boîte, et puis on s'est super bien adapté. Et puis la boîte a explosé. Il faut quand même imaginer que nous on a été des grands, on a fait un PGE, en plus on s'est sécurisé en termes de trésor, mais en fait la boîte a explosé. Donc toi, ce PGE, moi, j'ai jamais touché. J'ai pris le PGE, je l'ai mis sur un compte. Et en plus, 1 an plus tard, on me rémunérait ce compte à 3% en compte à terme, alors que j'avais emprunté à 0,75. Donc, tout bénef. Tout bénef, quoi. Donc, voilà, cool. Et comment aujourd'hui tu arrives à piloter justement le développement des différents pays? Comment tu opères finalement avec les différents country managers qui pilotent chacun leur pays? Alors, c'est très simple. J'ai une dizaine de directeurs qui s'appellent les Avengers. J'ai 10 directeurs que je joue en one-to-one et avec qui je fais des points toutes les semaines. Voilà. Et eux, ils pilotent les équipes. Et puis j'ai mon bras droit, mon directeur général avec qui je suis tout le temps. Mon CPO avec qui je bosse tout le temps. C'est moi le chef de produit de Superprof. Si tu veux, je suis très produit, voilà. Et puis j'ai mes directeurs qui s'occupent de toute la boîte. Très simple. Je parle. Dit comme ça. Non mais moi, ce que je fais, mes équipes, je mets l'ambiance. Moi, je suis un ambianceur. C'est-à-dire que les équipes, moi, je leur parle pas trop en direct. Moi, je leur parle à l'apéro, on déjeune ensemble, on se boit des coups, on joue au ping-pong, on fait le séminaire ensemble. Et je m'entends très bien avec mes équipes, mais je travaille pas trop avec eux. Moi, je travaille avec mes directeurs. Voilà, je leur donne je les motive. Et puis, moi, mes directeurs, comment ça se passe? Je les vois, je leur dis pourquoi on fait pas ça, pourquoi on fait pas ça, et pourquoi on peut faire plus? Tiens, tu dois recruter plus, tu peux recruter encore plus de gens, plus chers, les meilleurs, aucune limite. Vas-y, on tente ça. Je les pousse. Et c'est eux, mais ils me connaissent, qui font que me freiner. Là, par exemple, mon patron de l'acquisition, on était en train de manger avec les gens de Google. Il me dit non, mais faut pas que tu dises ça à Wilfried parce qu'il va dépenser 3 fois plus. Parce qu'ils me connaissent. Et, tu sais, moi, je veux que Superprof soit une boîte tellement folle, tellement que ça soit connu, que je fais des trucs incroyables. Tu vois, par exemple, l'année dernière, on s'est dit on va faire la meilleure pub au monde. Tu vois, on va créer un film publicitaire qui est incroyable, qui va envoyer de l'émotion. Donc, on va réfléchir à un concept. Donc, j'ai réfléchi à un concept. On a trouvé le concept, ensuite on s'est dit on va prendre le meilleur producteur, la meilleure réalisatrice, on va dépenser sans compter, on va faire un film, puis on va mettre une musique incroyable. Enfin tu vois, on a plus d'1 million, on a dépensé juste en production, en fabrication de ce film, mais parce qu'on a fait un truc hyper beau. Voilà, et donc tu vois, ça c'est pareil. Et j'en parlais à des gens du marketing.
dans d'autres boîtes et qui me disaient mais c'est quoi ton ROI et combien tu gagnes et ça t'a fait combien de chiffre d'affaires. Tu sais, je leur dis non, c'est pas le but. Le but là, C'était te faire kiffer. ouais, mais bien sûr, mais c'est parce que j'ai envie d'être sur le long terme. J'ai envie que tous mes potes, ma famille, tout le monde dise putain ton film il est incroyable. Tu imagines pas les dizaines de messages de gens qui me disent je t'ai vu au cinéma, d'ailleurs encore tout à l'heure, j'étais voir le match du Kremlin hier soir, j'ai vu ta pub au cinéma, incroyable. Parce que ça fait 1 minute 17, c'est très beau, en plus avec une musique très entraînante. Donc ça pour dire que voilà, on se fait kiffer. Et puis quand tu fais un super beau film, du coup les gens ils aiment bien ta marque, ils aiment bien ta boîte. Enfin tu vois, puis l'équipe est contente. On a fait une soirée incroyable, tu vois, pour présenter le film à tous nos professeurs. On a invité tous nos profs à Paris. On a fait une soirée. Très stylé. On invite tous nos profs à découvrir en avant-première notre nouveau film. Donc je monte sur une estrade. Il y a l'équipe du tournage, il y a les acteurs, la réalisatrice, le mec de la prod, et on monte le film. Et tout le monde est c'est le délire. Ça finit à 2h30 du mat. Enfin, c'était un moment très joyeux, quoi. Mais après, quand les mecs me disent c'est quoi le ROI, machin, tu sais, faut y croire, quoi. Moi, je crois très fort que ça va être bon pour la marque. Alors, combien ça va me rapporter, j'en sais rien, quoi. Mais on s'en fout, c'est pas le sujet. Incroyable. Et comment tu fais justement pour animer toutes ces communautés de profs, les fidéliser, faire en sorte que justement ils arrivent à continuer à être présents sur Superprof? Parce qu'on leur ramène des super élèves, et puis on fait beaucoup de soirées avec eux, puis on a un programme ambassadeur, et puis voilà, il y a plein d'événements qui sont créés avec eux. On rencontre beaucoup de nos professeurs. On doit rencontrer, je sais pas, par semaine, à peu près 500 profs, tu vois, partout sur la planète. Hein. Et puis, voilà, ils sont bien fidélisés, on les écoute. Il y a des groupes de travail pour amélioration du produit, tu vois. Par exemple, quand on a lancé l'application Superprof, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a créé un groupe de travail d'une centaine de professeurs avec qui avait l'application en bêta, qui nous faisait des tests et remontait, qui nous aidait. Enfin, tu vois, mais ils sont trop contents. Les profs, ils sont contents d'être chez nous. Si tu veux, on leur amène des élèves incroyables et motivés. Voilà, on est en toute sécurité. Ils peuvent accepter ou refuser les élèves. Ils payent rien chez nous. Enfin, tu vois, c'est cool. Hein. Et le nombre de gens d'Orient qui m'ont dit putain, mais j'en ai fait un métier. Mon nouveau métier, c'est prof. Je vis de ma passion. J'ai des profs de tennis. J'ai des profs qui gagnent plus de 10 000 euros par mois. Tu vois, des gens qui étaient au chômage, des gens qui ont monté leur boîte, monté leur école. Enfin, il y a des gens qui gagnent très bien leur vie chez Superprof. T'as réussi à créer des trajectoires de vie. Ouais, mais ça partout sur Terre. Je fais, à chaque fois que j'ai une soirée, en Italie, en Espagne, là il y en a une au Brésil, il y en a une à Berlin. À chaque fois que je vais dans une soirée ambassadeur comme ça, où on recrute, on voit une centaine de professeurs, j'ai 100 personnes qui disent vous avez changé ma vie, c'est incroyable. Avant je donnais des cours mais je trouvais pas d'élèves. Maintenant je trouve des élèves. En plus je suis en sécurité. Avant j'avais peur, je mettais ma photo, j'avais peur qu'il y ait des relous qui m'appellent. Là c'est sécurisé. Pareil quand je reçois mes élèves chez moi, avant j'avais toujours besoin qu'il y ait mon mec ou mon coloc ou machin parce que là avec Superprof tout est sécurisé, on a la pièce d'identité. Enfin, tout est, tu vois, on a créé un univers de confiance, de qualité entre les profs et les élèves. Donc les profs ils nous adorent. Donc c'est beau, enfin tu vois, non mais c'est trop, magnifique. Je sais pas si j'arrive assez bien à l'expliquer, mais en fait, je dis pas que ça marche tout seul, mais c'est comme on est un nombre énorme, on a 38 millions de professeurs, donc t'imagines des ambassadeurs, j'en ai des milliers et des milliers, donc j'ai cette force, tu vois, qui nous fait un truc de qualité, donc voilà, ça marche. Voilà. Quels sont les indicateurs que tu regardes pour justement mesurer un petit peu l'efficacité, la performance de Superprof? Alors, les indicateurs que je regarde principalement, puisque évidemment c'est les indicateurs du chef d'entreprise, c'est croissance du chiffre d'affaires et trésorerie. Ça c'est le premier truc que je regarde le matin. Et je regarde croissance pays par pays. D'accord ? J'ai mon bilan qui tombe à minuit et demi. Souvent même j'attends minuit et demi pour voir ma croissance pays par pays. À la fois de nouvelles mises en relation, de nombre d'élèves, de recommandations. Donc il faut que les chiffres soient bons pour que tu arrives à dormir. Non, je dors très bien. Mais ils sont toujours assez bons. Mais des fois, il nous arrive effectivement qu'ils soient moins bons. À la fin, je regarde la croissance globale, je me dis merde, putain. Moi, quand je suis en dessous de 25-30% de croissance, je suis pas content. Mais c'est comme ça. J'ai appris quand même aussi à être pas si exigeant que ça. Et puis ça marche bien. Mais après, il y a des indicateurs, effectivement, c'est notre réputation. Voilà, le nombre d'avis, le nombre d'étoiles, le nombre de recommandations qu'on a. Ça, j'ai une équipe dédiée à notre réputation. Je veux une satisfaction client 100%. On a mis depuis le début une politique qui est 100% satisfait ou remboursé. Donc, c'est simple. Soit tu payes chez nous, tu es content. Soit tu payes pas chez nous. Enfin, soit tu payes, tu n'es pas content, on te rembourse. C'est intransigeant.
Tu vois, là-dessus, c'est important, tu vois. Mais des fois, il m'arrive de voir des gens qui sont pas contents, ils laissent des avis négatifs, alors que je leur ai dit, putain, c'est trop dommage. Des fois, on les retrouve même pas, on sait pas qui c'est. Donc je dis à mes équipes, il faut les retrouver, il faut leur parler, ils n'ont pas compris comment ça marchait. Il faut qu'on leur dise, en plus, on peut te rembourser. Enfin, tu vois, voilà. Donc je suis très sensible à ma réputation, je suis très sensible effectivement au bien-être de mon équipe aussi, tu vois. C'est-à-dire que d'abord, si tu veux, mes profs, c'est important qu'ils soient heureux, mais d'abord mon équipe, voilà, c'est important qu'ils soient. Donc voilà, je suis très sensible aux signaux faibles. C'est pas des indicateurs que tu regardes, mais en fait l'indicateur c'est le bien-être, la joie de tes équipes. Tu vois, je ne pourrais pas supporter d'avoir des gens malheureux qui travaillent chez moi, donc j'observe. Très cool, Et très je suis clair. là tous les jours, tout le temps, et je suis une oreille. Tout le monde peut venir me parler. Voilà, je veux que tout le monde soit bien chez Superprof. Hyper cool, merci beaucoup Wilfried. Avant de passer à la dernière partie, on a encore quelques questions justement sur la projection, sur un petit peu aussi ta vie personnelle. On a une petite série de questions à te poser. L'idée c'est d'y répondre hyper succinctement en un mot ou en une phrase. Et ça fera aussi d'ailleurs l'objet d'une capsule sur les réseaux. Wilfried, est-ce que tu peux nous dire un avantage de l'entrepreneuriat ? La liberté. Un inconvénient de l'entrepreneuriat ? Aucun. Ton livre préféré ? J'en ai plein, mais le dernier que j'ai lu qui m'a transcendé, c'est L'Art de la Victoire de Phil Knight, qui raconte la vie de Nike et qui est extrêmement enthousiasmant et la fin est quelque chose dont je me rappelle tous les jours, c'est-à-dire kiffer. Ton film préféré ? Les Affranchis de Martin Scorsese. Ton réseau social préféré ? Je déteste les réseaux sociaux. Mais je veux dire LinkedIn, c'est le seul que j'utilise. Une personnalité qui t'inspire ? Les grands entrepreneurs français, Bernard Arnault. Une entreprise qui t'inspire ? Free, Pourquoi ? Xavier Niel. Ok. Un punk, un rocker, quelqu'un qui a tenté des trucs incroyables. Un des meilleurs entrepreneurs français qui s'est fait tout seul. Voilà, non, puis j'adore ce personnage. J'avais sur ma tablette une question que je voulais te poser. Je la dis quand même, parce qu'elle est pertinente, même si j'ai déjà la réponse. Mais est-ce que tu as déjà songé à lancer Superprof en bourse ? Bon, la réponse est non, j'imagine. Alors, non, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait Ok. non. C'est-à-dire que, alors, c'est non, évidemment, parce que la bourse, il n'y a pas pire. Mais pour répondre à cette question, je me suis intéressé à un moment, puisqu'à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que la bourse, ça serait un bon moyen en fait, d'asseoir Superprof dans la longévité. Parce que la bourse, ça t'envoie un truc en disant, voilà, c'est cette boîte, déjà en termes de communication, ça envoie un message. Et puis, comme du coup, tu as une valorisation, tu as des gens qui achètent. À un moment, je me suis dit aussi, tiens, il y a peut-être tous mes profs qui auront aussi envie d'acheter des actions. Enfin, tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est pas un bon moyen de mettre Superprof dans la durée ? Et puis en fait, non, j'ai creusé la question, je me suis renseigné. Non, la bourse, c'est. En plus, je pense que c'est un truc complètement has-been, ça se fait plus trop. C'est un truc de boomer, un peu, les IPO, j'ai l'impression, tu vois. Et donc, non, jamais en bourse. Et puis surtout, la bourse, c'est des contraintes, pour avoir parlé avec des entrepreneurs qui l'ont fait, contraintes juridiques, contraintes de reporting, d'expliquer. Et puis en plus, t'es pas maître de ton action, c'est-à-dire qu'un coup elle monte parce que tu sais pas pourquoi, tu fais tant de chiffre d'affaires, tant de bénéfices, ton action elle vaut tant, tu fais le double l'année prochaine, ton action elle vaut 2 fois moins parce que le marché s'est retourné, parce que les petites boîtes ont été shortées par les grosses institutions, enfin donc c'est trop stressant. Et puis pour vivre heureux, vivons cachés, moi j'ai pas envie d'être mis dans challenge en disant alors Wilfried, comme sa boîte elle vaut tant de millions, qu'il a 50%, alors du coup Wilfried il a 200 millions de patrimoine. Mais j'ai 200 millions de patrimoine, j'ai rien du tout, j'ai des actions d'une boîte que j'ai jamais vendue, j'ai pas de thunes, j'ai toujours le même salaire à la fin du mois, enfin tu vois ces trucs là où donc voilà. Liberté, encore une fois, liberté. Non, très bien. Avec le recul, quelle est la décision qui, selon toi, a eu la plus forte influence en termes de trajectoire de Superprof ? C'est une excellente question qu'on m'a jamais posée. Je pense que la plus belle décision, c'est de m'être lancé, encore une fois, de me dire que... parce que j'avais déjà une boîte à côté, tu vois. J'avais une boîte dans l'immobilier qui marchait bien, j'étais très content. Mais le fait de se dire, ok, ça ne me suffit pas, je veux plus. Tu vois, ne pas se contenter, en fait. C'est ça le truc, c'est de dire, je veux vraiment créer quelque chose d'incroyable. C'est ça tu vois. Et après, il y a une succession de choses qui ont fait que voilà,
trouvé super prof, j'ai trouvé le nom de domaine, j'ai trouvé le nom, je me suis entouré des gens les plus sympas, j'ai fait des choses super rigolotes et tout ça. Mais je dirais, pour répondre à ta question, c'est vraiment ce qui a été décisif, c'est de te dire, putain, je me contente pas de ma boîte, je veux plus, je veux faire un truc incroyable, je veux rêver grand, encore plus grand. Comment justement tu arrives à voir un petit peu l'avenir de Superprof à l'ère de l'IA, des modifications aussi des modes d'apprentissage? Là, ça bouleverse pas mal le secteur de l'éducation. Nous, on y est aussi de notre côté, plein de grandes écoles, donc on le voit. Toi, justement, de ton côté, comment tu le perçois? Et sachant qu'en plus de ça, tu es international, donc une perception, un décalage aussi dans la perception de l'IA, les modes d'apprentissage. Donc comment tu le vois projectivement dans l'avenir de Superprof? Alors déjà, je me suis fait un énorme stress, Dorian. Je me suis dit à un moment, l'IA, il y a 6 mois, l'IA est là, on est mort. J'ai plié la boîte. Tout le monde va se prendre un abonnement de ChatGPT en mode tutoring à 29 balles par mois et aura un prof H24 qui te donne des cours, qui a la science infuse, qui te coach, qui machin. Enfin, je me suis dit, bon, je suis mort. Bon. Une fois que j'ai dit ça, je me suis dit, non mais attends, c'est pas du tout ce qu'on propose chez Superprof. Superprof, nous, on te propose le prof parfait, c'est-à-dire quelqu'un qui va, le mentor, le coach. Tu vois, on te propose une expérience. En fait, l'IA, il faut la comparer à la connaissance, une méthode. C'est-à-dire que avant, pour apprendre, tu peux apprendre de 1000 façons différentes. Tu peux regarder des tutos sur YouTube, tu peux acheter des méthodes à la Fnac, tu peux lire des bouquins, tu peux, tu vois, mais acheter des applications d'apprentissage, tu vois. Mais qu'est-ce qui va te faire durer dans le temps ton apprentissage? Encore une fois, le prof. Pourquoi? Le prof, c'est celui qui va te guider déjà dans ton apprentissage. Il va te dire, toi Dorian, tiens, tu veux demain apprendre la guitare, Dorian? T'es quel niveau? T'en es où? T'as fait ça? Tu veux ça? Bah tiens, tu devrais plutôt prendre cette méthode. Si demain tu vas apprendre la guitare spontanément, tu sais même pas où aller. Donc c'est le guide. Le prof, c'est un guide. Déjà, il va te guider, tu vois, dans les connaissances. Et puis ensuite, après, c'est quelqu'un qui va te donner des rendez-vous, qui va te coacher. C'est un guide et un coach, tu vois, un bon professeur. Et moi, c'est ça que je propose. Par contre, en revanche, il ne faut pas négliger l'IA. L'IA, c'est une connaissance absolue. Donc moi, ce que j'essaie aujourd'hui, c'est d'aider mes professeurs, tu vois, puisque une fois que tu as trouvé le bon professeur, il faut l'aider maintenant à ne plus à être dans l'air du temps, c'est-à-dire à proposer une IA à l'élève qui va lui permettre de répondre à ses questions. Je te donne des cours de maths, mais pendant la semaine, l'IA te répond sur les questions, et moi, je te donne rendez-vous. Tiens, qu'est-ce qu'elle t'a dit? On regarde ensemble. Enfin, tu vois. Donc là, on est en pleine réflexion. On est en train d'essayer d'apporter une solution. D'ailleurs, on va sortir un produit qui va être assez intéressant. C'est vraiment le prof augmenté, en fait. Tu vois. C'est-à-dire que le prof qui va te donner des rendez-vous, le guide, et puis qui va te coacher, qui va te motiver, ça c'est un humain forcément qui peut le faire. Je veux dire, comment être motivé par une application? L'application, elle t'a donné rendez-vous lundi prochain, tu la fermes, elle va pas te sanctionner, elle va pas t'engueuler, elle va rien te dire, elle peut pas te motiver, tu vois. Donc, en revanche, entre les moments où le prof il va te donner des rendez-vous et tout ça et tout, moi ce que je vois, c'est que la connaissance du prof, elle soit accessible directement à l'élève. Donc c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est un professeur un peu 2.0, un professeur augmenté avec l'IA. C'est comme ça que je vois le futur de l'éducation. Ouais, très, très pertinent et merci pour cette réponse. Ouais. Et l'un va pas sans l'autre. Moi, je crois pas, tu vois, à la full IA qui va te motiver. C'est trop dur, en fait. T'imagines le niveau de conscience qu'il faut, de motivation pour être motivé pour apprendre, tu vois. C'est dur d'apprendre, continuer à être motivé. Même quand tu as un prof, déjà, c'est dur d'apprendre parce que tu n'as rien compris, c'est compliqué. Tu vois, des fois, tu es démotivé quand il y a un prof. Parce que quand tu as un prof que tu n'aimes pas, par exemple, il te démotive. Tu vois. Mais quand tu n'en as pas de prof, là, si tu veux, c'est hyper dur, c'est très difficile, tu vois. Et en plus, on a tous été transformés par un prof. Il y a toujours un moment de notre vie où on se dit, putain, j'ai rencontré un prof qui m'a tellement donné envie de me dépasser, je suis devenu trop bon dans cette matière, tu vois. Et au contraire, on a toujours eu aussi un prof qu'on a tellement détesté, qui nous a pris pour la tête de turc, que putain, on a haï la matière, on est devenu nul. Tu vois comment le bon prof ou le mauvais prof, il a une influence sur toi. Bon, et ben voilà, super prof, c'est ça. Nous, on essaie de t'apporter que des bons profs. Des super profs. Non, mais oui, mais c'est tout con, tu vois. Mais c'est vrai, quand ça se passe bien avec un prof, tu deviens trop bon. Moi, j'ai été coaché par des profs de judo. Moi, j'ai fait beaucoup de judo dans ma carrière, j'allais dire. Beaucoup de compétitions et compagnie. Je me rappelle, j'allais sur le tatami, je me rappelle, mon coach, il me prenait, il me disait, tiens, faut faire ça. J'étais galvanisé par mon coach. Mon coach, j'allais sur le tatami, j'avais la rage, tu vois, de combattre parce que je voulais qu'il soit fier de moi, tu vois. J'ai eu un prof de physique en maths sup Monsieur Évrard, au lycée Buffon, dans le 15e, qui m'a donné la niaque, mais vraiment, pour me défoncer.
J'ai eu des profs, j'ai eu Joseph Orlansky, je disais, on est à l'UTC, qui m'a donné le goût de l'entrepreneuriat. J'ai des profs qui m'ont transformé. Et j'imagine de rien, tu pourrais me raconter les mêmes histoires. On a tous eu des profs vraiment qui nous ont fait devenir 10 fois meilleurs. Carrément. Aujourd'hui, donc, tu es entrepreneur. Est-ce que, parallèlement à ton activité d'entrepreneur, tu investis, non pas à titre personnel dans l'immobilier, j'imagine que c'est le cas, tu l'as évoqué, mais dans des startups, dans des entreprises, justement. Est-ce que c'est une activité que tu... Zéro. Je ne fais que du Superprof. 100% Superprof dédié. Alors évidemment, j'ai une petite activité de bureau, puisque j'ai acheté des bureaux par Superprof, mais c'est une filiale qui appartient à 100% à Superprof. Moi, Wilfried Granier, je n'ai que Superprof. Et exception qui confirme la règle. Donc, j'investis dans aucune boîte parce que j'ai pas le temps, en fait. Moi, en plus, je suis un piètre investisseur. Moi, j'ai besoin de faire. Je suis un chef d'équipe, je suis un entrepreneur. Et je pense qu'entrepreneur et investisseur, c'est deux qualités différentes. Moi, si tu veux, si je rencontre un entrepreneur, je suis investisseur, je vais avoir besoin de le faire à la place. Je vais me mettre avec lui, on va le fabriquer. Je ne vais pas comprendre qu'un entrepreneur fasse différemment de moi. Tu vois, moi, j'ai une méthode, c'est comme ça que je fais. Et puis, investir, pourquoi ? Pour gagner de l'argent. J'aime bien gagner de l'argent, mais pour rêver. Tu vois, j'aime bien que ma boîte gagne beaucoup d'argent, faire de la croissance. Ce que je te disais, c'est important. Mais pas personnellement. J'en ai suffisamment. Moi, j'ai un salaire, c'est très bien. Je gagne bien ma vie, je suis content. Plus, ça ne m'intéresse pas trop parce que c'est aussi des problèmes. Donc, être investisseur pour faire des coups, non. Donc, ça ne m'intéresse pas. Exception qui confirme la règle, j'ai investi. Mais non pas dans la boîte, mais dans le fondateur, Jonathan Lalinec, dans Split. Donc, aujourd'hui, Superprof possède 25% de Split. Parce qu'à un moment, son associé fondateur partait, que c'était compliqué, machin et tout, qu'on a pris le relais. Mais c'est pas dans la boîte que j'ai investi, c'est dans le fondateur. Et c'est dans l'équipe de Split. Donc voilà, c'est le seul investissement, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Donc non, j'investis dans rien. Je passe tout mon temps 100% Superprof. Superprof, c'est toute ma vie. J'adore cette boîte. Je peux pas faire mieux. Tout mon temps à faire autre chose ne sert à rien. Le seul moment où je ne fais pas de Superprof, c'est parce que je le passe avec mon fils. Mais voilà, c'est mon fils et Superprof. Mes deux grandes priorités. Comment tu arrives à concilier les deux entre vie perso, vie pro ? Enfin, fondamentalement, il n'y a même plus tout de vie pro mélangé, parce que tout est mélangé, ouais, c'est ça. Mélangé, et comment ça se... Enfin, tu arrives à tout, à tout englober et par exemple, une journée type ou une semaine type, comment tu arrives à l'orchestrer entre tes obligations de père, tes obligations de chef d'entreprise, comment les deux se concilient ? Et super bien, écoute, priorité quand même à mon fils toujours, mais je suis avec mon fils, des fois on peut... Le soir, je vais me remettre à bosser sur Superprof parce que j'ai une idée ou j'ai un truc que j'ai pas fini. Tu sais, Superprof, j'y pense dès le matin. Quand je prends ma douche, je pense à Superprof. Je travaille tout le temps pour Superprof et puis en même temps, jamais. Et non, priorité à mon fils toujours. Mon fils, j'essaie de le voir au maximum du temps. On est séparés, donc je le vois pas autant que je veux. Mais du coup, quand je suis avec lui, c'est 100% dédié à max. Ah ouais. Il a jamais fait de babysitter, jamais de nounou. Je passe toutes mes soirées avec lui, je me vois au maximum de temps. Je vais le chercher à l'école, je l'emmène le matin, donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas de faire du Superprof tout le temps, non, voilà. Donc, et puis les vacances, pareil. Les vacances, alors c'est extrêmement important, toutes les vacances. Donc je l'ai la moitié des vacances. Toutes les vacances, je pars avec lui, je fais off. Et on part quelque part à un endroit incroyable. Tu regardes le calendrier, quand c'est que tu l'as, c'est bloqué, hop, avec Olympe, on s'envole, on y va, magnifique. Ouais. Mais oui, en même temps, j'ai des routines. C'est-à-dire que là, je vais partir au sport d'hiver. À Pâques, on part dans les îles, Guadeloupe, Martinique. L'été, on sait où on va. Enfin, maintenant, j'ai mon planning réglé. Mais chaque vacances, oui, c'est une semaine dans un endroit incroyable avec mon fils. Magnifique. Et puis mes cousins, et puis j'invite des amis, et puis voilà, puis ma compagne, ça et tout. Enfin, on est un truc très joyeux, mais je fais off la boîte. Je fais pas une ligne de Superprof quand je suis avec mon fils pendant les vacances. J'avais parlé, je me rappelle, avec Olivier Brouran, d'ailleurs, on vous met l'épisode juste ici, et une anecdote qu'il nous racontait, il disait que justement, lui prenait ses vacances par rapport en fait à ses filiales, donc Montou qui est un groupe de consulting qui est réparti dans beaucoup de pays, et il disait, en fait, ma femme, grosso modo, elle regardait les pays dans lesquels Montou est présent et implanté, elle choisissait un pays, et comme ça, ça me permettait de partir aussi voir mes équipes dans les bureaux directement sur place, parce qu'il n'a pas eu l'occasion
d'ouvrir tous les pays lui directement. Donc des fois il y a des pays où il est implanté en fait sans les avoir vus, avoir vu les bureaux, les équipes sur place, etc. Donc voilà, l'anecdote était marrante, c'est-à-dire qu'il conciliait du coup vacances personnelles du coup avec déplacements professionnels. Mais ce qui n'est pas ton cas, toi c'est vraiment tu débranches. Non, pas du tout. Ouais. Alors, j'ai cité Bernard Arnault comme entrepreneur incroyable et tout le monde est d'accord avec moi. Xavier, lui aussi, comme un entrepreneur flamboyant, extraordinaire. Mais alors, Olivier, c'est un entrepreneur extraordinaire. J'ai eu la chance, lui, pour le coup, de le rencontrer. Je dis pas qu'on est potes, mais en tout cas, c'est une bonne connaissance. Et Olivier, je veux le remercier sur un point, c'est qu'à chaque fois que je lui ai parlé, la première fois que je lui ai parlé, je me rappelle, c'était un dîner bootstrap. Je suis à côté de lui, je parle. C'est vrai que c'est un point commun que vous avez. Ouais, bah attends, il est venu au bootstrap, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Il est venu raconter son histoire qui est incroyable. C'est une boîte qui fait presque 1 milliard, enfin quasi 1 milliard. 1 milliard, ouais, 1 milliard, ouais. Moi, je l'ai connu à l'époque, je sais plus combien il faisait, mais un petit peu moins. Mais il fait 1 milliard. Et puis, en toute décontraction, hyper accessible, hyper sympa, un champion de baby-foot. Je sais pas si tu connais l'anecdote, mais il a été vice-champion de France de baby-foot. Et non, beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de points communs. Et moi, à chaque fois que je lui ai parlé 5 minutes, je suis revenu en disant putain, en 5 minutes, il te donne des idées pour 2 ans. Moi, il m'a fait comprendre, par exemple, ma capacité d'emprunt sur l'immobilier. Il m'a donné toujours des bonnes idées. Enfin, c'est un entrepreneur français extraordinaire. Donc voilà, je le mets au même point que Bernard Arnault et Xavier Niel. Pour te dire. Ah, magnifique. Ouais, je pense qu'il sera très content. Ah bah, ouais. Tu La nous parles. comparaison est pas mal. Ah non, c'est sympa, plutôt sympa. Tu nous parles justement de rêve. Quel serait ton rêve le plus fou, Wilfried ? Ah non, mon rêve le plus fou, c'est de continuer comme ça. Voilà, que ça dure le plus longtemps possible. Parce que je rêve, parce que j'ai envie de continuer et que je parlais tout à l'heure d'un livre qui m'a bouleversé, c'est L'Art de la Victoire. Et c'est à la fin, du coup, tu as Phil Knight qui a tout réussi. Sa boîte vaut 10 milliards, Nike est en bourse, il est... tu vois, c'est même pas une réussite, il est riche à foison. Il est avec Warren Buffett et Bill Gates, ils se regardent dans le cinéma, et ils se regardent, et ils se disent, putain, c'est incroyable, je leur dis ce que j'ai parcouru, mais il me dit, putain, je préférais quand même, quand j'étais avec mes directeurs, qu'on était à moins 10 millions en banque, qu'on devait partir le soir à 22h faire une livraison dans un magasin parce qu'on avait vendu un truc et qu'à 8h du mat, il y avait des gens qui... Enfin, être dans le feu de l'action, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça la conclusion de ce bouquin, qui est... Et en fait, d'être dans le feu de l'action, tu vois. Oui, c'est chiant. Des fois, je me dis, putain, c'est chiant. J'ai l'impression de tout le temps ramer, de tirer les équipes et ça va pas aussi vite que je veux. Tu vois, bien sûr, tout ça, tu vois, la frustration de je veux plus, ça prend du temps. Mais en fait, le feu de l'action, c'est le meilleur des moments. C'est que le jour où à un moment, je serai sur un truc tranquille, ça ronronnera et en fait, tu te feras chier comme un rat mort. Moi, je suis quelqu'un de l'action. C'est pour ça qu'investisseur, c'est un truc qui me plaît pas. Mais je suis dans l'action avec ma team. Tu vois, je reprends l'analogie du capitaine de bateau. Moi, je suis le capitaine de bateau qui part avec son équipage. Et il y a de la tempête, mais il y a un trésor à la clé, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est le voyage, en fait, qui est incroyable. C'est pas une fois que tu es arrivé, que tu as posé ton bateau, que tu as trouvé le trésor. Là, tu t'embêtes. Et donc, ce que tu fais, c'est que tu contournes l'île pour pas trouver le trésor et pour continuer l'aventure. Une fois que j'ai trouvé un trésor, je repars pour un plus gros. Pas mal. Voilà. On rêve. Et entre-temps, je me suis construit un plus gros bateau. Non, voilà. Donc, mon rêve, c'est vraiment que ça continue comme ça. Voilà, qu'on fasse de la croissance, qu'on s'éclate, mon équipe, qu'on soit toujours potes, et puis qu'on s'amuse, quoi. Pour les jeunes entrepreneurs, étudiants qui nous regardent, quelle est selon toi l'erreur que beaucoup d'étudiants, de jeunes entrepreneurs font et comment justement réussir à ne pas la commettre ? Alors là, les erreurs. Moi, déjà, la première erreur, c'est écouter les conseils des autres. Il ne faut jamais écouter les conseils. Les conseils ne marchent que pour soi. Moi, si je donne des conseils, ça marche pour moi parce que je me connais. Je pourrais dire il faut faire ci, il faut faire ça, mais parce que c'est pour Wilfried. Bon, donc faut pas écouter les conseils. Premier conseil. Non, je dirais les erreurs. Je sais pas si c'est des erreurs, mais je pense qu'il faut se lancer au plus tôt. Voilà, il faut se lancer au plus tôt. Plus vite on le fait, plus vite on apprend. Plus vite on fait des erreurs, plus vite on corrige, parce que voilà, ça marche pas du premier coup, la bonne idée n'existe pas, c'est que de l'exécution, on regarde le marché, qu'est-ce qu'il en pense, on améliore le produit et compagnie. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut faire, se lancer au plus vite. Et deuxième truc, avoir toujours un truc avec un modèle économique. Les gens qui disent j'ai pas de modèle économique, non. Gagner de l'argent, c'est dur, c'est ce qui vous fait résister, mais c'est hyper facile à mesurer.
C'est-à-dire qu'on sait combien on a gagné de sous avant la fin de la journée. À la fin de la journée, on sait combien on a gagné. Est-ce qu'on a bien travaillé, oui ou non? Si on a gagné des sous, c'est qu'on a bien travaillé. Si on n'a pas gagné, c'est qu'on a mal travaillé. Voilà, c'est créer une boîte qui gagne de l'argent et faire en sorte que cette boîte en gagne de plus en plus. Voilà les conseils. C'est se lancer au plus tôt et avoir un modèle économique qui gagne des sous et améliorer son modèle économique. Moi, quand je me suis lancé dans Superprof, mon modèle économique, j'en étais pas bien sûr. J'ai gagné 3 clients le premier jour. Et ben voilà, j'en étais sûr. 3 clients, demain 4, après-demain 5 et ainsi de suite, quoi. Donc pour toi, mieux vaut gagner de l'argent tout de suite plutôt que miser sur une valorisation future. Ah mais c'est certain, quoi. Là, et puis, c'est satisfaisant de gagner de l'argent. Si on ne gagne pas d'argent, qu'on a une boîte, qu'on se dit on va lever de l'argent et tout, et que pendant ce temps-là, on n'en gagne pas, c'est très dur à vivre. Très dur à vivre socialement. Tout le monde te demande combien tu vas gagner. C'est très dur à vivre moralement. Ton indicateur de performance, c'est quoi? C'est le produit, l'amélioration du produit. Mais l'amélioration du produit, c'est infini. Ton produit, il ne sera jamais fini. Donc, tu seras constamment en train de l'améliorer. Tu n'as pas de gain. Donc, c'est très dur. Donc, autant se simplifier la vie, autant gagner de la thune et en gagner plus. C'est simple à mesurer. Donc, simplifions-nous la vie, quoi. Voilà. Magnifique, Wilfried, on arrive à l'issue de cet échange. Quel mot donnerais-tu à l'audience justement qui nous regarde, composée principalement d'étudiants, de jeunes diplômés qui qui sont actuellement en grande école de management, d'ingénieurs, de top université. Voilà, le conseil, le mot, le conseil finalement, mais voilà, le mot que tu donnerais au Wilfried d'il y a 20 ans en arrière. Ah bah écoute, je dirais, finis tes études déjà d'abord, c'est quand même important de finir ses études. Et ensuite, après, lancez-vous dans l'entrepreneuriat. C'est incroyable, c'est des aventures fabuleuses. Rêvez grand, le plus grand possible, rêvez international. C'est un truc que les Américains ont vachement. Eux, quand ils rêvent et quand ils attaquent un marché, ils rêvent de façon incroyable. En France, on n'a pas cette culture, donc la culture du rêve, c'est fou. Et surtout, croyez en vous, ça va marcher en fait. À partir du moment où vous y croyez très fort, vous y allez avec passion, panache, élégance et force, et ça marche. L'amour, c'est le truc, c'est indestructible. Personne ne résiste à l'amour. Personne. C'est-à-dire que si on fait un truc avec beaucoup d'amour, en fait, ça ne peut que marcher. Donc, aimez ce que vous faites et ça fonctionnera. Et amusez-vous, voilà, éclatez-vous. L'entrepreneuriat, c'est absolument incroyable. Du kiff. Merci beaucoup Wilfried pour cette invitation, enfin pour avoir accepté cette invitation. Ouais, tu vois, j'en perds mes mots, mais j'ai vraiment trop kiffé le moment. Moi, je me rappelle t'avoir vu à l'époque parce que voilà, expert du SEO quand même. Enfin, t'étais pas expert à la base, tu le disais, mais t'as réussi quand même à cultiver cette stratégie SEO. Et moi, je sais que je me suis beaucoup inspiré de toi à l'époque. Donc voilà, franchement, j'ai trop kiffé ce moment. SEO, Gaspard, Fabien, gros big up, ouais. Simon qui était là à l'époque aussi. Voilà. Mais après. Et puis Yann, mon associé, qui a fait beaucoup de SEO. Mais après, moi, je suis très intéressé par le SEO. J'ai adoré aussi comprendre le SEO. Voilà, donc, merci en tout cas pour le compliment. Parce qu'effectivement, mes équipes, je pense qu'elles font un boulot incroyable. Et en SEO, pas trop mauvais en Europe. Plutôt très... les US, c'est un autre marché, c'est vrai. On refera un épisode dans quelques années quand tu seras dans les top pages sur la partie US. Donc, en tout cas, merci beaucoup Wilfried pour ce partage. N'hésitez absolument pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo directement en commentaire de ce podcast, à lâcher bien sûr votre meilleur pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à aller voir Superprof, soit pour pouvoir peut-être apprendre une nouvelle discipline, un nouvel instrument, un nouveau sport, ou peut-être pour devenir prof si vous avez des compétences justement à partager, si vous faites partie des meilleurs profs à l'échelle mondiale. Merci beaucoup Wilfried. Alors Dorian, nous on veut pas de pouce bleu, on veut que du cœur rouge, on est d'accord. Et je termine juste un truc, c'est que donc j'ai pas de Facebook, j'ai pas d'Instagram, je suis pas très réseau social, mais par contre en revanche j'ai un LinkedIn. Donc si vous avez des questions, si vous avez aimé l'épisode, si vous avez envie qu'on se discute d'un truc, je peux vous aider à faire quelque chose, à être la petite étincelle qui va vous booster. Vous me contactez sur mon LinkedIn, je réponds quasiment à tous mes messages. Magnifique, on met directement le lien du LinkedIn également de Wilfried en description. Merci beaucoup Wilfried et à très vite sur Plein de Grandes Écoles.